La petite est partie là-bas, il est enceinte. On s'en va là-bas quoi? Cette année c'est bien dosé, c'est pimenté. On s'en va là-bas quoi? On dit la boîte de nuit est belle, champagne et cadeau. On s'en va là-bas quoi? Vendredi, on ne donne pas conseil. C'est pour ça qu'on va commencer, même si Élisée Boulougo est sur le plateau. Regarde cette sérénité. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. On dit il est revenu. Qui est revenu? Je savais qu'il allait dire ça. Je le voyais tellement dire ça. Qui est revenu? Bon, Élisée, vous avez expliqué après le principe la prise de parole à rien. Okay. On s'en va là-bas comme ça. Ah, d'accord. Okay. Bon, maintenant, si lundi, je joue la chanson, vous comprendrez. Non, là, je comprends. Là, je À partir de lundi, vous comprendrez. Non, là, mais là, depuis là, vous n'avez pas compris qu'il était déjà revenu. Non, non, pas du tout. Je n'avais pas encore compris. Donc, je suis sûr que vous avez compris. On dit il est revenu. On s'en va là-bas comme ça. C'est tout, c'est tout. Elle voulait, on dit take 10. Ça, tu as compris, Élisée? Non, pas du tout. Ah, Élisée, tu es trop sage. C'est ça mon souci, en fait. J'ai du mal à comprendre beaucoup de choses. En fait, tu comprends. J'aime qu'on m'explique mais il faut un peu qu'on Vous plus. comprenez les en bonnes fait. choses, Élisée. Vous comprenez les bonnes choses, Élisée. Merci beaucoup. Vous Merci. comprenez les bonnes choses. Donc, comment allez-vous? Je vais très bien. Bien votre vendredi? Ouais, bien, un peu fatigué, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, et puis à ma droite et à ma gauche, il y a deux des plus belles, des plus pertinentes, des plus... Le juju. Mes jujus, voilà, mes jujus, voilà. On a le même teint, tout le monde l'a Ouais, on remarqué. apporte de la lumière, tu vois, on est coloré. Exactement, ça, exactement. Du vert et du Du jaune, c'est j'ai ça. envie de dire un peu jaune moutarde poussin, je sais pas, c'est un C'est ça, mélange. c'est un mélange de un beaucoup de jaune choses. vert. Vert olive. Voilà, même Thierry, il a envie de vous dire, on n'a qu'à aller là-bas comme ça. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Ça va très Ça bien. va très très bien, bien votre vendredi? Oh, super. Vous allez me dire ce que vous prévoyez tout à l'heure. Rihanna, Ça va. mais on est content de vous retrouver. Mais oui, moi C'est que vous êtes passé par un tellement. moment de repos. Oui. Vous êtes de retour, toujours plus pétillante que jamais. Pas plus pétillante que Vous m'avez jamais. Juste, manqué. juste préciser qu'elle elle a été beaucoup réclamée par nos internautes. Oui, c'est vrai? ça. Oui, oui, oui. Oh. Vous leur avez manqué. À nous aussi. Non, franchement, ça me manquait tellement. Je me suis dit, non, je dois revenir, c'est pas possible. C'est ça, c'est ça. Bon, très bien. Il est parti 2 jours, il ne nous a pas trop manqué. Mais bon. C'est le contraire qui me reste surprise. de Mais toute façon. oui, bien sûr, vous me connaissez, Élisée. Bon, Isabelle, vendredi, on ne donne pas conseil, vous serez où? Vous irez danser ce soir? J'ai pas envie de dire où je serai ce soir. Ben, vous irez, bon, dites-nous ce que vous ferez. Ne nous dites pas où, mais qu'est-ce que vous ferez? Je vais bosser. Vous allez bosser. J'aimerais mais- poster la sortie là même ici. Inquiète. Non, ça là. Pourquoi tu m'as menti? En fait, je sais où je vais t'attraper parce que la prochaine émission, je dirai pas quand, mais la prochaine émission, c'est toi qui seras surpris. C'est vrai? Oui, 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 oui. J'ai fait le complot avec Ariana. Ouh là là, oui, ouh là Non, là. j'adore, franchement. Il y a toujours un Mais bon franchement, film. moi, je suis le meilleur allié pour un complot comme ça. Oui, oui, Ouais, surtout, franchement, surtout. meilleur En fait, si tu veux faire un complot contre Brice avec Rihanna, c'est sûr que ça va échouer. Non, pas du Pourquoi tout. Ça va échouer. Pourquoi À 300%, je te dis, ça va échouer. Donc, Parce que c'est- quand elle est à c'est côté, pas quand elle est à côté de Brice, elle perd ses moyens. là, tu vas voir. C'est mon talon d'Achille. Donc, du coup, je m'inquiète. Quand quelqu'un fait un complot, s'il dit avec Rihanna, je commence à avoir peur. C'est pas le mal que je vis. Franchement, je ne sais pas. C'est que si on retient que Isabelle, pourquoi tu m'as menti? mais Non, c'était bien placé. je vais bouder là sur ce plateau. Elle m'a plus de la chanson. Bon, c'est Thierry en plus. Bon, les amis, on va tout de suite avancer avec ma grande révision. Bien, on fait un petit point concernant le mondial. Avec cette vidéo, on en parlait hier. Il y a eu le but du comment on dit, du Suisseau, Camerouno, Suisse. Bon, enfin, Non, du Suisse d'origine du Suisse d'origine camerounaise. camerounaise. Voilà, c'est comme ça qu'on va dire. C'est cette vidéo qu'on va voir très très bientôt, et bien de vandales, donc qui seraient allés vandaliser, effectivement des vandales, saccager donc la maison de la grand-mère du joueur en question. Donc voilà. Donc En fait, C'est bien je dommage. pense que hier on en parlait, mais aujourd'hui j'ai vu plutôt une consoeur de Africa Radio, Juliette Abois, que j'ai vu à la maison de la presse. Je lui ai demandé mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment, tout et tout. Elle m'a donné un autre son de cloche en fait. Elle m'a dit que lorsqu'il a marqué le but, effectivement, les gens ont commencé à parler un peu trop sur les réseaux sociaux. Et comme ils ont trop parlé, les gens se sont rendus compte que c'est vrai, avant, si c'était avant, ça allait rester comme ça. Mais vu qu'il y a une nouvelle forme de jeunesse avec Internet, les choses commencent à devenir plus ou moins réalité, automatiquement, en fait, les autorités ont envoyé la police pour barricader le coin, en fait, pour ne pas qu'il
ils viennent s'attaquer à la grand-mère en question. Mais là, du coup, on ne voit pas que la police Voilà. sur la vidéo. C'est dommage qu'on ne la voit pas. Mais on C'est ne ce voit pas que la police- consoeur, Bon, la consoeur, elle est bien elle est gentille. camerounaise, m'a révélé. en Mais fait. on ne voit pas que la police sur la vidéo, on voit aussi d'autres personnes peut-être venues assister au spectacle de la police. Enfin, je ne comprends pas exactement ce que les supporters reprochent à ce joueur. Moi, je pense qu'il faut garder quand même une part de pragmatisme. Je veux dire, si je suis ivoirienne et que j'ai signé pour jouer avec une autre équipe, je fais mon travail. Je veux dire, c'est aux joueurs camerounais de faire leur travail, donc de marquer des goals pour leur camp, et aux joueurs d'autres équipes de faire leur travail, de marquer des goals pour leur camp. Ouais, ça, c'est sûr. Et moi, je trouve que c'est même du respect que d'avoir marqué, de ne pas avoir célébré. C'est comme ça que je l'ai lu vis-à-vis des Camerounais. Mais je veux dire, vous vous énervez de quoi jusqu'à aller saccager? Je veux dire, ça sort même en fait du fair cadre du play. foot. Oui, Bon, ça sort du fair vu play qu'on du dit qu'ils n'ont foot pas saccagé, pour aller. et que c'est un dispositif policier qui était Oui, mais venu même protéger. toutes ces plaintes C'est-à-dire que si n'ont on a pas même lieu pensé, d'être. si le ministère de l'Intérieur a même de la sécurité a même pu penser À à protéger, c'est veut qu'il y a dire- un vrai risque. Il y a un vrai Exactement, problème, il y a oui. un- Mais qui ne il y a devrait pas même de- pas de- être. On C'est ça regarde qui la est vidéo. dommage. On regarde la vidéo. Là, je veux bien qu'on me dise que c'est la police qui est venue sécuriser, Oui, mais, mais là, bon, là, on voit a clairement vu, que... Exactement, on a vu un jeune Mais voici enfant un qui s'apprête à lancer une pierre. Voilà, lancer Une une pierre, pierre en et fait, tout. ouais. Il Non, déjà c'est- identifié, il faut aussi... Ouais, mais il s'apprête à lancer une pierre. Non, mais, mais je c'est pense que c'est le dommage, thème, hein, c'est C'est la désolant. construction de la grande-mère, si tant est que c'est le cas, la construction de la grande-mère du joueur qui s'appelle d'ailleurs Donald Mbolo, a été vandalisée. Ce qu'on voit sur les images, là, Oui. c'est du vandalisme en fait. Et moi, je pense que c'est le summum de l'idiotie. Excusez-moi du terme, Mais grave. mais pour moi, c'est le t'as summum de raison. l'idiotie. Et franchement, je ne veux pas accabler le peuple camerounais, mais je crois qu'après l'épisode de Pierre Woumé, qui avait raté un pénalty en son temps en 2005, et qui avait vu sa maison saccagée, les gens s'en prennent à sa famille, je crois avec une autre image ici, franchement, il va falloir qu'on interpelle nos frères camerounais. Il faut arrêter ça. Ce n'est que du football. Ce n'est que du football. Le football, par essence, c'est là où on vient souffrir du plaisir. Mais on C'est peut un facteur de rassemblement, d'ailleurs, on le dit. Attends, est-ce qu'ils sont allés chercher un boulot en Suisse et puis il a dit qu'il ne veut plus jouer au Cameroun? En boulot, la fédération camerounaise a la possibilité de le faire jouer au Cameroun. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il joue pour un autre pays. Et il s'illustre de la meilleure des manières, c'est son rôle, il est Non, attaquant. mais en plus, exactement, vous le dites si bien, en plus, ce n'est pas un joueur, il ne fait pas partie de l'équipe de Cameroun qui a marqué un but contre son camp, pour dire que c'est un acte de trahison contre sa patrie et tout ça. Mais non, en fait, c'est juste de la bêtise. Je ne veux même pas qu'on reste longtemps oui, là-dessus. franchement, c'est c'est- juste de la bêtise. Alors là, Mais il y a pas où que- la bêtise va loin, justement, c'est quand on retrouve cette publication de l'artiste Mani Bella qui va venir dire dans sa publication, tu as humilié la terre de tes ancêtres. Mais de quoi elle parle? Mais franchement, C'est important qu'on replante le franchement, décor. C'est Moi, très important. Je ne sais pas pourquoi, Franchement. mais pour vous dire la vérité. Et Mani encore Bella, elle, Mani fait Bella, des vous me sorties direz, encore inutiles, en elle, fait. encore elle. Oui, toujours elle. En fait, comme le disait Albert Camus, la bêtise, elle insiste toujours. Oui, mais malheureusement, en fait, ces personnes sont quand même des figures d'influence en fait, pour une certaine frange de la jeunesse. Et de voir que la bêtise dont tu parles se ressente autant dans ses propos, tu as humilié la terre de tes ancêtres. Moi, j'aimerais qu'elle me replante le décor pour savoir comment elle a compris l'action, en fait. Qu'est-ce qu'elle sait du football? Comment est-ce qu'elle a compris ça? Est-ce qu'elle pensait qu'il jouait pour le Cameroun parce qu'il est camerounais? C'est important qu'on Moi, je clarifie. vais peut-être, certains me trouveront excessif, hein, mais quand je lis de tels propos, c'est là que je comprends toute la pertinence des propos de Umberto Eco, cet écrivain italien, qui dit que les réseaux sociaux ont donné la parole à des idiots qui n'avaient pas droit à la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens assis au bar peuvent discuter avec des gens qui ne sont pas assis au bar. Mais c'est une réalité. Parce que qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ce n'est que du foot, les gars. Ce n'est que du foot. C'est pas à cause du foot, on va quand même régner, je dirais. Franchement, il aurait dû, Non, il mais aurait dû encore que- célébrer encore sa que quand victoire. ses propos même, encore que ses propos restent sur Internet et tout ça, mais quand des gens, c'est-à-dire Oui, au-delà, ils on va dire en que viennent à ces l'action. propos-là, malheureusement, ont pour conséquence De vandaliser. D'envenimer la situation pour que les gens aillent. C'est un peu comme le fantôme qui coupe la corde de l'âne. C'est Et ça. d'autres personnes vont partir vandaliser. Mais en même temps, vous parlez du Cameroun, mais il n'y a pas que l'exemple du Cameroun. On se souvient bien qu'à une Coupe du Monde, il y a eu également l'épisode Escobar. Mais bien sûr, Vous vous souvenez le Colombien, du Colombien, Andreas Escobar, voilà. qui a été tué au sorti d'un bar parce que quelques jours avant, il avait fait un autogol, comme C'est on ça. le dit, et qui avait conduit à l'élimination de la Colombie.
Et malheureusement pour lui, il s'est fait abattre, tirer à bout portant en sortant d'un bar. C'est le summum, comme je le dis, c'est le summum de l'idiotie. Mais si vous pensez que c'est aussi facile de jouer au foot et de marquer des buts, mais déposez les armes et puis aller jouer sur le terrain de foot et puis aller montrer que vous pouvez marquer des buts. Si c'est aussi facile de ne pas perdre un match, mais allez-y sur le terrain. L'équipe du Cameroun, je prends encore cette équipe-là. Mais c'est 23, 26 joueurs. Mais ils sont combien de millions d'habitants camerounais? S'ils pensent qu'ils sont aussi, surtout ces jeunes vandales-là, s'ils pensent que c'est aussi facile d'aller sur un terrain de foot, se battre et puis marquer des buts et gagner pour l'équipe, mais alors, ils ont toute la place. Hein. Moi, je vais plaider auprès même de Rigobert pour qu'on leur donne le maillot. Et puis on voit ce qu'ils sont capables de faire. Il faut arrêter. Eux-mêmes, le travail qu'ils font, c'est-à-dire ce qu'ils exercent comme métier. Ils pensent qu'ils sont excellents dedans. Et qu'on s'en prenne même aux joueurs. Qu'on s'en prenne, et je ne le dis même pas, je ne souhaite pas, qu'on s'en prenne même aux joueurs camerounais, de l'équipe camerounaise en disant « vous n'avez pas été suffisamment bon ». J'aurais compris même encore que ce soit compris. Mais la personne qui a été au-dessus, qui fait mieux, qui n'appartient pas à votre équipe, et c'est à cette personne-là qu'on s'en prend. En fait, c'est même pas à cette personne qu'on s'en prend, sa grand-mère. Oui, vraiment. C'est sa grand-mère. Si ça se trouve, le gars, il ne parle même pas de sa grand-mère depuis 5 ans. La pauvre dame, elle est chez elle. Non, mais c'est pour te dire où ça va et c'est vraiment, c'est un peu de barbarie. Et puis ça rappelle aussi les passions qui sont déchaînées dans des périodes électorales. Malheureusement, on est dans un schéma foot qui ne devrait pas rappeler ça. Mais même dans du plateau justement, où on va vandaliser également la mère de quelqu'un, ça n'a pas de sens. C'est important de savoir garder les proportions, de savoir garder les contextes comme ils sont. Il ne faut pas sortir parce qu'on est passionné de quelque chose, aller poser des actes qui n'ont aucun sens. Je veux dire, c'est quoi ça? Mais heureusement, je veux croire, et je le crois bien au fond de moi, et on va terminer là-dessus, que heureusement, il n'y a qu'une poignée de vandales au Cameroun et que la grande majorité du peuple camerounais a condamné cet acte. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, on va évoluer justement pour vous parler d'un autre peuple, lui qui nous a séduit par son honneur, par son sens de l'honneur, par son sens du respect, par son sens de la discipline, par son sens de la citoyenneté. Et bien c'est le peuple japonais. Hier, nous évoquions le fait qu'à la suite de à la fin de leur match, les supporters japonais et même les joueurs se soient assignés la mission de nettoyer le stade, de nettoyer leur vestiaire. Voilà. Et voilà, on voit les vestiaires de l'équipe du Japon. J'aurais bien aimé avoir les vestiaires des autres équipes. Mais bon, en tout cas, c'est les vestiaires de l'équipe du Japon. On a parlé hier de discipline, mais on est allé rechercher, on a retrouvé une vidéo qui est le symbole même du sens de l'honneur, de la discipline de ce peuple-là. Du civisme également, vous faites bien de le dire, parce que s'arrêter au feu, c'est quand même du civisme. La discipline au Japon. Le feu est rouge, personne ne traverse. Vous avez vu? Et pourtant, il n'y a pas une seule voiture, ni à droite et ni à gauche. Non, tout le monde patiente, pas une seule personne traverse. On va attendre jusqu'à ce que ça devienne vert. Regardez. Et voilà, ça y est, il traverse. Bravo, moi j'applaudis des deux mains, franchement. Cette vraie leçon de civisme, cette vraie leçon de discipline. Franchement, il n'y a pas de voiture. Mais moi, en fait, la première fois que j'ai vu cette vidéo sur TikTok, j'ai ri. Parce que je me suis imaginé... Tout le monde s'imagine. Oui, parce que tu as jamais à Bobo. C'est-à-dire que c'est toi qui es dans la voiture. Ou à Cocody. Hein? Ou à Cocody même. C'est toi qui es dans la voiture, mais c'est toi qui as peur. Sérieusement, tu as peur. Non, parce qu'il y a des champions du slalom du feu vert, c'est-à-dire le feu est vert, et c'est là, lui, il fait du slalom entre les voitures. Mais c'est incroyable. Mais comment je vois une telle image, toute la lecture que je fais, c'est dit que la réussite a un prix, en fait. Ouais. Ça veut dire que les gens ne se lèvent pas un matin et puis ils sont au niveau où ils sont. C'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une attitude. Ouais. Mais tout le monde est étonné, le Japon, un archipel, c'est-à-dire un ensemble d'îles volcaniques en plus, mais qui soit aujourd'hui l'une des puissances mondiales, qui a rivalisé pendant plusieurs années, un peu plus de 2 décennies, avec les États-Unis. Mais vous imaginez, on comprend aujourd'hui pourquoi ils sont arrivés à ce niveau-là. Ah oui. Mais quand on a un degré de civisme et de discipline pareil, on ne peut qu'obtenir de bons résultats. Mais quand on se retrouve dans d'autres chemins, ou même ceux qui sont censés montrer l'exemplarité, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être élevés en responsabilité dans l'État, sont les premiers même déjà à enfreindre les lois
qu'elles-mêmes se sont imposées ou bien qu'elles-mêmes ont voté au Parlement. Vous voyez qu'il y a un problème. Aujourd'hui, c'est ça, en fait, la réalité. Combien de fois, Daouda, a-t-on vu des premiers ministres japonais démissionner parce qu'ils ne se sont pas sentis à la hauteur d'une tâche qui leur avait été assignée? Franchement, il y en a beaucoup. C'est que même le cas même que je voulais évoquer, il y a une fois où le courant s'est coupé dans la ville pendant quelques instants. Mais le Premier ministre est venu se mettre à genoux devant le peuple, devant la nation pour demander pardon pour cela. Bon, dans la tête de tout le monde, arrêtez. Dès que vous dites ça, tout le monde... Non, on fait des comparaisons, je sais. Vous n'avez pas besoin de les évoquer. Voilà, Non, mais on n'évoque pas. tout est une question de sociologie et d'éducation dès le bas âge, en fait. Moi, je mets au défi n'importe qui sur ce plateau-là. Il y a un feu qui est rouge. Il n'y a personne. Et il n'y a pas de personne, voiture. et puis on ne traverse pas. Parce que le temps, c'est de l'argent. On est tous pressés, en fait. On a tous quelque chose à faire, une occupation. Non, mais faites mais terminer sa aussi, pensée, s'il sinon n'y on a va pas poser un de problème. voiture, pourquoi est-ce qu'on ne traverserait pas? C'est vrai qu'on adule, en fait, ce qui se passe au Japon. C'est vrai, c'est beau, etc. Mais est-ce que ça cadre, en fait, avec notre sociologie d'ici? Ou même en France? C'est Non, pas la en même fait, chose. l'idée, Mais c'est ils sont autant pressés que nous. Ils sont Mais plus à un pressés moment que donné, nous. Moi-même, j'irai très loin pour dire, attends, je ne vais pas faire d'injures. Nous qui sommes Mais pressés. quand Même on là, voit qui le sont moins niveau pressés. de développement C'est ça. du Japon, quand on voit le rythme de travail, Et nous mais nous, on dort. Il ne faut pas me penser. À quel moment est-ce qu'on à quel moment on devient plus pressé? À quel moment on devient plus pressé que les Japonais au point où on japonais. voit le feu et puis on va traverser? Mais tu Non, sais, il on faut On peut qu'on soit s'inspirer réaliste. du modèle Non, japonais. tu sais ce qui est bizarre, Bobo, qu'est-ce qui est bizarre? C'est que souvent, tu vois quelqu'un dans la circulation te mettre la pression, il te dépasse. Mais il te suffit de 2-3 secondes pour le retrouver. Simplement arrêter un Il autre. y a une attitude, Donc, à justement, la limite, ça sert à c'est-à-dire rien le de gars, il courir. regarde même pas son feu, Oui. il regarde le feu opposé. Et quand le feu commence à devenir vert, il klaxonne déjà. Oui. C'est Mais ça. il y a des attitudes comme ça. Mais en Il y a fait, toujours deux l'histoire- secondes de latence entre les deux. Mais c'est ça, l'histoire de on est pressé, mais Élisée l'a dit, mais à quoi ça va servir? D'autant plus qu'on a été pressé depuis 60 ans. Mais On n'est pas encore arrivé Non, mais on n'a même pas été pressé. On a donné l'impression d'être pressé, mais la réalité, on n'est pas pressé. C'est le vrai problème. Parce que quand on est pressé, on travaille pour obtenir des résultats, parce qu'on veut être bien. Mais quand on donne l'impression d'être pressé et que des années après, on constate qu'on n'a pas bougé de grandes semaines, mais là, on ne peut pas me dire qu'on est pressé. mais il y a même une image. C'est parce qu'on se lève à 9h qu'on est en retard, qu'on va vite. Qu'on est pressé. Qu'on est pressé. Donc, quand tu es levé à 4h, 5h, Tu as le temps de rouler à ton rythme. Mais au-delà Tu sais- de ça, vous parlez tout à l'heure Non, mais- d'éducation, vous parlez de ça. sociologie. Mais le Japon, depuis de nombreuses années, on sait, ces fameux harakiri, des personnes qui, rien que sentant leur honneur bafoué, Bafoué. vont jusqu'à se donner la mort, c'est excessif. Mais à partir de là, on a vu à quel point ce peuple s'est Tient assigné à la dignité. à la dignité, au respect, à l'honneur et à la discipline. Résultat des courses, ils ont réussi, un petit pays, à pouvoir absorber, hein, et on l'a vu dans les histoires, la technologie. Des gens qui ne savaient pas faire des avions, on fait venir des ingénieurs pour leur montrer comment se font des avions. Quand ils ont eu la Ils ont pris technologie, le ils ont temps dit de aux se ingénieurs, merci former. beaucoup, Ouais. on va les faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce pays... Et tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis, Brice, parce qu'au-delà de ce qu'on voit, parce qu'on parle de peuple, on parle de nation, mais c'est aussi j'ai envie de dire, des leçons de vie. Avoir des valeurs, c'est très important dans une vie. On voit des personnes qui n'ont pas de valeurs, qui arrivent très vite là où on voit, et puis on voit d'autres personnes qui ont des valeurs, mais qui prennent plus de temps, mais finalement qui ont des bases beaucoup plus solides, en fait. Donc je pense que ça s'applique certes à des peuples, à des nations, mais c'est des valeurs qui font toute Dans une tous les vie. cas, Alors, tous les quelqu'un peuples qui ont- disait, tous les et peuples qui ont je réussi, vais le là. citer, le C'est pasteur... clair. C'est ceux qui sont disciplinés, Ouais. ils sont des valeurs. Le pasteur Mohamed Sanogo, que je salue au passage, disait « Le péché devient grave à partir du moment où on s'y complaît. Alors, je dis cette phrase pour dire que, heureusement, au regard de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vit, eh bien, en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut revenir à nous, eh bien, l'État de Côte d'Ivoire, des personnes et même la société, dans une certaine proportion, a commencé à déjà prendre conscience du fait qu'il y ait quelque chose, il y a besoin de faire quelque chose. Et je crois qu'il y a un éveil de conscience qui a commencé. La preuve sur le plateau, si on en parle, c'est pour dire qu'on a envie à un moment donné de ressembler à un tel modèle comme le Japon. Et je pense que ça également, c'est à saluer. On va passer d'Ivoirien à Ivoirien, sûrement. Bon, on va pas en arriver là, franchement. Excuse-moi. on va pas Je pense que, Ça, là, on va pas arriver là-bas. le leitmotiv, c'est de comprendre que Il y a seul besoin de le changement. travail paye C'est tout. et la discipline construit une nation.
Ouais. Le civisme et la discipline construisent une nation. Ça, il faut que les gens le comprennent. On a vu également le chef de l'État, on a vu ici le chef de l'État, Alassane Ouattara, appeler des ministres tôt le matin pour s'assurer qu'ils étaient au travail. Moi, j'ai le témoignage d'un ministre qui vous dit le président est capable de vous appeler à 5 h du matin ou à 6 h du matin quand il y a un dossier qui est important ou quand il pense avoir besoin de précision. Donc, à 5 h, tous les ministres ont leur téléphone. On dit le président peut nous appeler. Des ministres qui n'allaient quasiment pas à leur cabinet, qui arrivaient. Il y en a un qu'on connaît, que je ne vais pas citer, mais à la limite, on cite ça comme anecdote, qui avait son ascenseur qui n'était pas opérationnel, mais qui a été obligé d'emprunter les escaliers parce qu'il fallait qu'il soit au bureau. Mais ce qui est dommage dans ce que tu racontes, c'est qu'ils le font parce qu'ils sont contraints de le faire et parce qu'ils sont sous pression, ou pas par devoir de Oui, peut-être, mais il y a peut-être eu responsabilité. des habitudes et on a besoin d'impulser. Oui, qui sont en train de changer, ça c'est sûr. Oui, Ça, c'est sûr. Moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez le président, c'est que quand il a une activité, quand c'est 10 h, franchement, à 9 h 45, il est là. Ah bon? Je te jure. Il est toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Ça, c'est vrai. Il est toujours à l'heure. En tout cas, par contre, il y a des en termes de ministres, ponctualité. tu as activité 2 heures après. Sérieusement. En termes de ponctualité, je pense que sur cet aspect-là, il est un exemple et il nous enseigne beaucoup. Ça, honnêtement, il faut qu'on le reconnaisse, quoi. Il peut avoir peut-être d'autres défauts, mais sur la question de la ponctualité, je crois que c'est un ça se exemple en rejaillit matière. sur Il est réglé Voilà, comme une ouais. horloge suisse. Oui, c'est ça. Bon, Pour ça qu'on dit que, de toute façon, la ponctualité, je vais te donner un proverbe, on dit que la ponctualité, c'est la politesse des rois. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on a des valeurs union, discipline, travail. Mais est-ce qu'on l'applique réellement? Surtout Ça, c'est la discipline. devise. Donc, de toute façon, union même. Bon, Exactement, voilà, mais où c'est elle ce qui est devait faire Bon, partie des valeurs. déjà, l'union, là même, là, on Union est même. désunis. Discipline. Donc, imagine discipline. Bon, Il y a travail, de je pense l'incivisme, que... on y Moi, travaille. je pense qu'on travaille. Oui, bon, ça dépend de là où on se pose, en fait. On est indexé un peu paresseux, les Ivoiriens, mais moi je trouve qu'on travaille quand même. Tu sais qu'on Je vois- a- on travaille, non, mais il y a encore, comme il y a les il n'y a efforts, pas de ils avaient- saut-métier, vraiment, il y a c'est même notre le Côte ministère d'Ivoire. du civisme aujourd'hui pour rappeler ces valeurs-là, au cas où elles auraient été oubliées. Donc on rappelle des Tu valeurs. voudrais remplacer celui de la réconciliation? Non, En chacun ministère fait du son travail. on Pour en l'union, crée un il y a un ministère de la réconciliation. Pour la discipline, il y a un ministère chargé civisme. Pardon Du civisme. du civisme Pour et le du travail. Évidemment, il y a la fonction publique et le travail qui dénonce justement l'absentéisme de certains travailleurs, qui fonctionnaires. dénoncent que des fonctionnaires ne sont pas à leur place. Et c'est tout ça qui fait la bonne dynamique. Et on veut y croire surtout. Si on en parle, ce n'est pas pour en faire forcément. Oui, on en fait la promotion parce qu'on veut y croire. Voilà, je dis ça et je l'assume. Voilà, on veut y croire, vraiment on veut y croire. Bon, allez, la prochaine image, c'est une bonne nouvelle. Pour notre pachyderme Sébastien Allaire, des éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, sa deuxième opération, on en parlait sur ce plateau, il avait été malheureusement obligé d'être opéré à nouveau. Eh bien, la bonne nouvelle, comme il dit lui-même, une étape de validée, bon, d'accord, après accent aigu, bien. L'opération numéro 2 s'est bien passée. Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien. Hâte de commencer la suite. Bonne nouvelle pour Sébastien Allaire. Oui. C'est une très bonne nouvelle. Et je pense que c'est son courage même que je loue surtout. De communiquer dessus, de rassurer les gens, mais de surtout montrer qu'en fait, malgré la maladie, en fait, on peut en parler et si ça peut aider d'autres personnes à lutter. Parce que ce genre de message, vu sa stature au niveau mondial, au niveau du football, des gens même qui vivent, qui souffrent du cancer, quand ils voient ce genre de bataille, ça leur donne le courage d'aller encore de l'avant. C'est ça, en fait, il nous ouvre son intimité et finalement, on voit un véritable modèle de résilience et forcément, ça impacte des vies. Moi, j'ai vu beaucoup de coachs, de psy et tout ça dire que quand on a ce type de maladie, de pathologie et bien d'autres, 70%, voire 80% même en fait, de la guérison dépendent du mindset de la personne, de sa capacité justement à pouvoir accepter et à pouvoir utiliser ça à bon escient. De citer encore une fois un de mes maîtres japonais qui a toujours dit que l'esprit domine la chair. Si vous êtes fort mentalement, eh bien vous pourrez marcher sur des braises. Et il en est l'exemple. Hein. Voilà, il m'a donné l'exemple, mais je n'ai pas... Exactement, Sébastien, là, c'est le prototype, et moi, que je le dis, hein, du courage et de la force. C'est vrai qu'on le savait très battant sur le terrain, très combatif sur le terrain, mais là, il nous montre même que dans la vie, de façon générale, c'est un combattant. Face à la maladie, il ne s'est pas résigné, il ne s'est pas muré dans un silence, mais chaque jour, en le faisant, en fait, c'est une manière pour lui de dire à la maladie, mais tu ne me vaincras pas, je me battrai jusqu'au bout. Peut-être que tu vas m'emporter, mais tout le monde aura retenu que je me suis battu jusqu'au bout. Et ça, c'est un très bon message. Je pense qu'on doit pouvoir capter ça. Et c'est un message à l'endroit, comme Daouda le disait, de ceux-là qui souffrent de maladies et autres, pour leur dire que
C'est vrai, la maladie peut peut-être vous ronger dans le corps, mais il faut avoir cette force-là mentale de dire aussi à la maladie que peut-être tu m'emporteras, mais ce ne sera pas au prix de simple voilà, aussi bien facilement, quoi. souvent, Je me avec battrai un tel jusqu'au bout, en mindset, fait. comme disait, un tel fighting spirit, souvent, la maladie même n'emporte pas. On arrive bien à voir la sûr, victoire bien sur la sûr, maladie. bien sûr, bien sûr. Il y a eu des exemples. En tout cas, bravo à Sébastien Bravo. Lay et prompt rétablissement à lui encore. On l'attend. On espère en tout cas et nos prières l'accompagnent pour la CAN 2024, Je me souviens vraiment, encore, il y a de soit très avec nous. nombreuses années en arrière déjà, qu'un joueur comme Magic Johnson C'est au ça. basketball donc, avait évoqué séropositif. donc, sa situation. Et depuis lors, Il est même Magic encore là. Johnson, il est encore là. C'est ça. Voilà, il a la victoire et vraiment on a envie de dire bon courage, bon courage, bon courage. Et surtout derrière ça aussi, il y a un message à l'endroit des personnes qui sont autour. C'est d'éviter donc une forme de stigmatisation, une forme de regard condescendant. Il y a des personnes qui malheureusement, c'est la faute souvent, pas de chance, qui traversent des situations et c'est à nous de leur apporter l'amour qu'il faut, de leur apporter le soutien qu'il faut, de leur apporter le réconfort qu'il faut. Allez, bravo à Sébastien Haller. Bravo, champion. Courage, courage, champion. Proud of you. C'est la partie là, tu es gâté là. We proud of you. C'est en anglais. D'accord. Voilà, c'était pas du baoulé. Bon, les amis, j'ai une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Donc après tout ce qui a été dit, mais je suis très très heureux de vous annoncer que Jonathan Morrison, bon, regardez, le tchin-tchin, regardez, il y a une vidéo, il y a une vidéo, appréciez. Je suis le président de MC Bassam. Voilà, j'ai reçu de la part de Jonathan Morrison aujourd'hui la somme de 10 millions. Voilà, voici l'argent. Ce que j'ai retiré à Aura Bank aujourd'hui. Il nous a promis, voilà, de verser le reste de l'argent la semaine prochaine. Voilà, avant la date du 30 ou même le 30 comme promis. Fort. Ouais. Je suis le président d'Adjamé, le vice-président d'Adjamé bien sûr. Je viens à peine de recevoir les 40 millions de la part de Morrison. C'est Abidjan qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, bonne nouvelle, hein, les équipes ont, Adjamé devait recevoir 40 millions. C'est ça. Ils ont reçu leurs 40 millions. Massam devait recevoir 20 millions. 20 millions, ils ont eu 10. Bon. Mais de Bon, toute les façon, autres, à la Bobo, date ils n'est pas ont encore, reçu 5-5. Ils ont n'est déjà pas reçu pour arrivée. eux. Oui, mais la date n'est pas encore. C'était avant la C'était le date. 30 La date novembre. butoir, ouais, la date butoir, c'est Il est le dans le 30. temps, il est dans le Donc temps. en fait, C'est ça. dans Ça va. 5 jours, il pourra Ça va. toujours. Il est même donner- venu avant. Ouais, C'est ça. Bon, Non, mais- il a honoré ses engagements. Tout le franchement. monde l'avait traité en fait de menteur, de pas tout le papoteur, monde, etc. Et les gens l'attendaient. Oui, Pas tout le monde. exactement. Les gens l'attendaient en tout cas de vivre, pied ferme. voilà, De pied ferme. de pied ferme surtout. Voilà, et voilà, il honore ses engagements. C'est tout à son honneur. Hein, voilà. Et puis bon, je pense que l'édition 2 du Tchin-Tchin, il y aura beaucoup plus d'engouement Bah et oui, peut-être que bah les lots vont être encore plus élevés, ne sait-on jamais, vu qu'il y aura davantage de sponsors. Aujourd'hui, c'est mon jour de proverbe. Hein. Il y a un proverbe qui dit qui paie ses dettes s'enrichit. Et donc aujourd'hui, Jonathan Morrison en Le paie. grand sage. On dit Du grand vendredi, on ne talk. donne pas conseil. Hein. C'est C'est vendredi, il va vendredi, dans les sortir tous les En fait, gros moi, proverbes. il y a un truc qui me paraît. Je veux dire, est-ce que quand je regarde la stratégie de Jonathan Morrison, souvent chaque fois, on est dans le suspense. À chaque niveau de l'évolution des NC, on est dans le suspense. Mais c'est à tout nous-mêmes moment. qui créons ce suspense. Voilà. aussi, hein. Mais, je veux dire, moi, il a payé l'argent de Adjamé, de Bassam, de Yopougon, d'Abobo. Bravo à Jonathan. Mais la prochaine édition, comme pour les autres concours, il serait bien de ne pas donner l'argent de façon entrecoupée comme ça. Quand on organise une cérémonie, donne tout l'argent et puis chacun va se libérer. En fait, Voilà, on ne va plus parler de ça. Voilà. Tant que ça ne sera pas comme ça, Chaque fois normalement. qu'il y a un petit doute, Il y a un petit ça doute. ouvre la porte Ça ouvre la porte à toutes toute les spéculations spéculation. et tout ça. Donc, Non, mais bon. après, communicationnellement parlant, ça tient tout le monde en haleine et Voilà, puis ça c'est- fait toujours parler en fait du tchin-tchin. Donc ça peut être aussi Ça fait une un forme de feuilleton, un stratégie. feuilleton, ouais, Non, c'est mais vrai, c'est pour ce vrai. qui concerne les lots, Non, parce que s'il avait remis même les si on- lots on il y a sait 2 qu'il mois, avait on eu serait plus peut-être- peut-être en train de parler de Mais Tchétchène. en fait- Là, on parle à nouveau du Non, Tchétchène. mais ce que je veux dire, c'est que l'organisation d'un événement comme celui-ci, avec tout le sponsoring, etc., ça demande quand même beaucoup de grouillement. Et c'est la première édition. Donc, en fait, qui vous dit que derrière, il n'a pas grouillé même pour pouvoir honorer cet engagement-là à temps parce que, non, mais parce Oui, qu'il est oui, conscient. oui. Non, mais parce qu'il est conscient justement de tout ce qu'il attend sur la toile. Exactement. Les gens étaient déjà persuadés que jamais il ne pourrait remettre les sommes entières à chacune des équipes. Donc, peut-être qu'il a dû faire un choix
C'est-à-dire que peut-être que les 20 millions qui restaient, une fois qu'il a fini de donner les 40 millions au vainqueur, il s'est dit, bon, je vais donner 10 ici, 5, comme ça il ne me restera plus que 10. Il est en train de grouiller pour trouver le reste. Je vais être gentil, je vais même prêter un micro à Jonathan Morisson en disant qu'il y a peut-être aussi le fait que certains annonceurs, certains partenaires ont pris des engagements. Je le sais parce que même avec nous, ça se produit. Vous avez des annonceurs qui vous accompagnent sur un événement. Ils vous donnent en général une partie de votre financement. Mais après, ça met du temps. On l'a vu avec le monsieur de classe C. Donc on lui avait promis dans 2 semaines, 3 semaines. Après, c'est passé à 2 mois. Donc il y a toute cette organisation-là certainement à mettre en place. Mais bon, on va se réjouir de l'instant présent. On se réjouit de l'instant présent, mais comme on est au niveau des proverbes, le roi n'est pas obligé de dire tout ce qu'il va faire. Voilà. Non, mais ça, il était obligé. Ça, c'est un problème quoi? Le roi n'est pas obligé. En fait, il n'est pas obligé de parler de tout ce qu'il va faire, mais il est obligé de faire tout ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et de respecter la date. Dieu merci. Donc il a fallu que je pose la question pour que tu termines ton proverbe. Oui. Non, parce que tu es lourd. Non, mais en fait, dans lourd. ce jeu, c'est vrai, son image est véritablement mise en jeu et notamment pour la prochaine édition pour que les gens puissent lui faire confiance. Et comme on est vendredi et qu'on est en période de conseils, de conseils, de proverbes, lourde est la tête de celui qui porte la couronne. Donc c'est-à-dire Bravo. On change un peu de ce roi qui devait finir. Non, ça veut dire qu'il a beaucoup de choses à gérer et à faire. Donc lourde est la tête de celui qui porte la couronne. Bon, maintenant, voilà Jonathan Morisson qui annonce que pour la prochaine édition, ça sera 100 millions. Eh, fils! Mais justement, c'est de ça que Daouda parle. Il n'est pas obligé d'annoncer ça, par exemple. Il n'est pas obligé. En fait, il peut maintenir les mêmes tarifs. Tu fais ton truc tranquille. Maintenant, après, quand les annonceurs arrivent, les partenaires arrivent, on regarde dans le pot, OK, on peut monter à 70, on peut monter à 100, on peut monter à 200. Mais il a sa stratégie. Vous avez travaillé dans les entreprises. Souvent, en tant que manager, vous demandez des objectifs. Donc, on dit, mon objectif cette année-là, c'est d'avoir ou d'obtenir ça. Donc, non, lui, c'est plus un objectif. Lui, il annonce. Il dit qu'il aura 100 millions. Il a déjà son âge. Mais c'est qu'il a annoncé. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il annonce, il fait. Donc, il a annoncé le tchétché, il a réalisé. Il a annoncé pouvoir payer. Jusqu'à présent, il est en train de le faire. Il va peut-être le faire. Donc, il se dit, au regard de tout ce qu'il a pu engranger, de toute l'expérience qu'il a pu développer, eh bien, il dit 100 millions. Et nous, nos prières t'accompagnent, garçon. Voilà, 100 millions. En tout cas, on va tous disputer le tchétché. Mais c'est quoi, c'est 100 millions pour le vainqueur ou 100 millions? Mais une chose est certaine. C'est 100 millions partagés entre les 3 premiers ou bien Il dit 100 millions pour le vainqueur. Mais il est obligé de faire ça? De 40 à 100 millions? Mais pourquoi vous avez peur pour lui? Je sais que vous avez peur pour lui. En fait, non, mais en fait, c'est une stratégie aussi pour donner de l'engouement au sport. S'il n'avait pas fait la première édition du Tchin-Tchin, là, qui aurait même... Non, mais en fait, même si ça restait à 40 millions, on n'était pas fâchés, en fait. Pourquoi passer de 40 à 100? Non, mais c'est pour montrer l'évolution aussi de son projet, tu vois. La première édition, elle était à 40 millions, donc la deuxième édition, il se dit, bon, je vais doubler, voire même plus que le double je vais faire de la mise. Mon responsable marketing. Si vous, justement, vous assignez la mission de payer 40 millions ou 100 millions cette fois, eh bien, quand vous allez voir les sponsors, le rapport de discussion n'est pas le même. Vous dites aujourd'hui, j'ai promis 100 millions, vous pouvez me donner 20 millions pour être partenaire ou exclusif, par exemple. Donc, ça aussi, c'est une stratégie pour motiver le partenariat. Je peux vous le dire. Voilà. OK. Bon. Un proverbe En tout cas, il n'est pas obligé de... Très bien. Il y a un proverbe qui dit... Qui vivra verra. Merci. Non, il est bon. Voilà, c'est tout. On termine comme ça par des proverbes, chaque étape. Bon, petite information, voilà, bonne nouvelle. Le Sénégal a remporté son match. Bravo, au Lion de la Teranga. Au Lion de la Teranga. Bravo. Demain, il ne sera pas férié au Qatar. Donc, allez les gagner. Oui, bien sûr. Bravo, bravo. En tout cas, moi, cette victoire-là me permet d'avoir une super pensée pour Sadio Mané. Ouais. Je pense qu'il doit être très, 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 très heureux pour ses coéquipiers. Lui et toute la team de... Voilà, surtout ma chère amie Fatou Gueye, voilà, justement, grande vendeuse de Tchèp à Treichville. Placement de produits en même temps. C'est mieux que le placement de produits, sa consommation de produits. Non, mais elle te donne du Tchèp gratuit ou bien? Non, pas du tout, mais je suis content. Si elle est contente, il y aura du bon Tchèp. Si elle est énervée. Il faut qu'on aille goûter. Non, oui. On est tous contents. En tout cas, bravo au Lion de la Teranga. Il était quand même temps que
une nation africaine quand même remporte un des Sorte matchs. son Parce épingle que du jeu, ceux-là, on franchement. n'avait pas encore remporté de match. On avait fait 3 défaites avec 2 matchs nuls. Donc c'est quand même bien qu'on reparte pour la deuxième partie, ou du moins pour les secondes journées avec une victoire. On espère que ça va impacter les autres équipes aussi qui vont suivre cet exemple-là. On espère bien. On va évoquer donc pour la suite la question de l'opération Épervier 8, lutte contre la criminalité dans notre pays. Et puis aujourd'hui sur notre plateau, eh bien, je suis très heureux de vous annoncer qu'on aura donc l'occasion de parler avec Dr Jean-Jacques Konadjé. Donc je fais un lien entre l'opération donc Épervier et justement cet ouvrage-là qui évoque la question de l'attentat de Bassam et on aura l'occasion d'en parler. On parle également de sécurisation de notre territoire. Dans le Grand Talk, ne bougez surtout pas, nous on marque une courte pause et on se retrouve derrière. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie, merci de nous regarder. Il y a avec moi sur le plateau Élisée Boloubé. Nous sommes vendredi, il y a avec nous Sa Majesté Daouda. Il y a bien sûr Rayana. Si. C'est pas mal. Bon, alors. Et puis Brissano. Merci, on dit jamais moi, on dit jamais moi, on dit jamais moi. Merci beaucoup, Rihanna. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est plus fort qu'eux. Vous faites beaucoup de... complice, ouais. Bon, alors... Mais il n'y avait pas quelqu'un... Si, justement, je pense qu'elle est... Voilà, et c'est fâché, Isabelle, parce que tous les jours, on jouait une chanson et du coup, Isabelle nous... Voilà. Mais on peut remettre la chanson. Je pense. Ouais, Ça va la motiver certainement à revenir, Thierry. Voilà, parce qu'Isabelle est fâchée. Mais l'autre partie, la seconde partie. Pas la première. Non, la première. Et tu la remets en plus. Mais tu la remets en plus. C'est pas grave. Dis pourquoi tu es partie, Isabelle. Ah bon? Pourtant nous étions Trahi heureux en plus. à travers le chant souverain. Non mais... Moi, Isabelle, comme je t'aime, Isabelle. Non mais il est grave votre gars là. Il se dispute avec Isabelle à cause de la musique et elle part et il remet toute la musique. Mais là maintenant toutes les parties qu'elle n'avait pas entendues là. Oui, non, mais c'est parce que dans bien. la deuxième partie, on lui dit Isabelle, je t'aime. Bon, je pense que ça va. Voilà, bon. Ça va la faire revenir. Ça va On va calmer pour la faire revenir. Voilà, Sûrement, donc je crois qu'il y a des équipes de négociateurs donc, qui ont été dépêchées auprès d'Isabelle avec la musique justement. Pour lui... Avec la seconde partie de la chanson. De la chanson, c'est ça en fait. Là où je t'aime et tu me manques. Voilà. Pas la partie où tu m'as menti. Non, c'est Isabelle, je t'aime, donc du coup, c'est ça. Voilà, vous avez tout compris, Bon, on espère avant l'émission. Et justement, on va demander à nos téléspectateurs, écrivez-nous s'il vous plaît, demandez le retour d'Isabelle. On va lui montrer quand même à quel point elle nous manque, la chère Isabelle. Voilà, ceci dit, on va évoquer un point, une info, l'info du jour. Eh bien, c'est le point concernant donc, les travailleurs du privé, des travailleurs du privé, j'insiste, qui réclament un SMIC à hauteur de 200 000 francs CFA. Ils sont bien. Je pense que hier ici, on évoquait le fait que le patronat ainsi que tout ce qui est central au niveau syndical, ils se sont réunis en fait pour revaloriser le SMIC dans le secteur privé de 60 000 à 75 000. Bon, ils avaient dit que dès le 1er janvier 2023, ils auraient souhaité que cela puisse être entériné par le président de la République. Aujourd'hui, rebondissement, il se trouve que hier, le collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé ont fait une conférence de presse pour dire que 75 000 francs dans ce contexte de vie chère était un peu trop cher, était un peu trop petit. Donc, ils souhaitent que le SMIC au niveau du secteur privé, au lieu de 75 000, soit de 200 000 francs. Donc, il y a un point, voici le point d'achoppement entre les délégués et puis le patronat. Très bien. Voilà. Donc, on va observer la situation parce que les discussions sont en cours. Voilà, c'est ça. Mais quand même, moi, le sujet m'énerve parce que c'est pour moi... Non, pour moi, il n'y a pas de pertinence même, en fait, dans le débat. Moi, quand je lis 200 000, vous vous basez sur quoi pour demander 200 000 ? Le SMIC était à 60 000 francs. On le passe à 75 000. Ils ont le droit de réclamer le fait que ce soit plus haut, mais pour moi, ça ne devrait même pas aller au-delà de 120 000 parce que ça s'inscrit dans un contexte économique. On ne peut pas passer d'un SMIC au double de ce SMIC
en tant que... Voire triple même. Mais ces mêmes personnes qui demandent à être payées au SMIC de 200 000 francs, ces mêmes personnes, est-ce qu'ils sont prêts à payer leur personnel de maison ou leur personnel quotidien dans les petites start-up et tout ça à ce SMIC-là? C'est important d'être réaliste aussi sur certaines questions. Bon, écoute, Moi, je suis chef l'inquiétude que je- d'entreprise et... Oui. L'inquiétude que Non, ça mais me tu pose- parles d'entreprise, mais moi je te dis, quand on parle de privé, on parle de différents types Non, d'aspects, ce que moi je notamment le vois dans personnel la de maison. posture du collectif des délégués, ce que je vois, c'est une façon de demander l'impossible. Tentez de viser la Lune. Ouais, si ils vous la visent la ratez, vous Lune tombez les pour avoir étoiles. quelque chose. Parce Oui, que mais ils se on sait décrédibilisent tous complètement. que 200 000 aujourd'hui, dans ce contexte de vie chère, franchement, je ne sais pas c'est quel patron qui va donner 200 000 francs de SMIC à quelqu'un. Mais je pense que comme tu le disais tantôt, ils sont en négociation, il faut viser haut pour avoir au moins quelque chose, les 120 000 dont tu parles, justement, Mais si ça a peut-être. commencé 120 000, peut-être c'est la voiture. Si je dis 120 000, ça me dit peut-être, bon, 10 000 80 000 francs. Élysée? Ben, moi, je comprends, hein, je comprends la question de la vie chère qui impacte tout le monde et toutes les couches socio-professionnelles. C'est une réalité. Mais en même temps aussi, devant la réalité, il faut pouvoir être réaliste, en fait. Voilà, faut pas mais c'est monter vrai. les enchères à un certain niveau. Moi, j'ai pris le malin plaisir comme ça de fouiller un peu les SMIC à travers l'Afrique. Aujourd'hui, le pays qui a le SMIC le plus élevé s'appelle le Maroc. Et le SMIC, là-bas, est à 137 095 francs CFA. C'est le pays le plus élevé. Et quand on connaît Après le niveau ça, de celui développement, qui le suit, on va vers la Guinée équatoriale et on sait pourquoi. La Guinée équatoriale, à cause de son pétrole et sa population relativement réduite, mais la Guinée équatoriale est autour de 118 000. Donc vous imaginez, même des pays qui, économiquement, je dirais, sont beaucoup plus nantis que la Côte d'Ivoire, sont beaucoup plus stables économiquement que la Côte d'Ivoire, parce que c'est le cas de le dire. Pour quelqu'un qui s'est rendu au Maroc, vous verrez un peu, quand vous voyez le développement du Maroc, vous savez que c'est un pays en termes quand même de développement, en termes d'infrastructure, en termes d'un certain nombre d'éléments économiques et en avance sur la Côte d'Ivoire. Mais qu'à 137 000 francs comme SMIC, SMIC. la Côte d'Ivoire, sur quoi on va se baser pour donner 200 000 de SMIC à quelqu'un? Je crois qu'à un certain moment, c'est bien vrai de revaloriser, de revendiquer. C'est bien. La loi nous donne c'est cette bien vrai de opportunité. souhaiter, hein, Voilà, la en loi plus. nous donne l'opportunité de Voilà. le faire. La loi nous autorise, en tout cas, à revendiquer et tout ça. Mais en même temps aussi, je pense qu'il faut tenir compte des contextes, il faut être réaliste. Souvent, quand on veut faire des choses, il faut benchmarker, c'est important. Il faut voir un peu ce qui se passe ailleurs, quel est le niveau de vie des gens, le niveau de vie des pays, même les pays qui sont comparatifs aux nôtres. Même en Afrique, en Afrique de l'Ouest, ici, dans le rayon de l'Afrique de l'Ouest, je pense selon les dernières informations à ma possession, on est l'un des pays, sinon les deux pays, qui ont un SMIC au-delà de 50 000. Je crois. Je vais encore revérifier mes notes, mais je crois qu'on est l'un des deux pays qui Mais ont un SMIC même les autour de 50 fonctionnaires 000. même de Côte Donc, d'Ivoire, même, même, il quand ils faut être commencent, réaliste. même les fonctionnaires même ivoiriens même là, franchement, hein, qui ont des grades de A3, A4, ils n'ont même pas 200 000 pour Bon, certains. écoutez, je ne sais Beaucoup pas. même. Bon, Qu'ils on va arrêtent. clore le sujet parce que, vous savez, avec la foi, on fait beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est un pays qui a réalisé des miracles économiques. Ils ont dû se baser sur cette association pour se dire, peut-être, peut-être. Non, mais moi, je pense qu'ils sont en train de viser, comme tu l'as dit, la Lune. Voilà. En descendant pour Pour espérer avoir les étoiles en plus. les étoiles. C'est Et un là, peu ils ça, sont je des pense. stars. Mais on espère que c'est ça, hein, parce que sinon c'est décrédibilisant même. C'est quoi l'étude qui a été faite pour proposer 200 000 en fait, ça ne repose Mais sur écoutez, rien. vous allez demander un emploi. Rano vous demandez quelles sont vos Rano est prétentions. fâché comme ça, on dirait, genre, c'est que tu as une entreprise. Oui, mais en fait, chacun est chef d'entreprise dans son coin. Donc, Ah, imagine, mais c'est clair, hein? imagine, Il me dit, elle s'est dit, t'imagines, j'ai 5 en emplois, fait, il ça doit va payer dans les chacun 200 000. au moins. Au moins. Non, mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, autant, oui, c'est peut-être un plus pour les chefs d'entreprise, mais je veux dire, même pour nous, je veux dire, demain, pour des membres de nos familles qui vont travailler, on est bien content qu'ils soient à 200 000, mais c'est important que ce soit réaliste. Je veux dire, le privé, il faut mériter aussi ce qu'on gagne quelque part. C'est important qu'on reste réaliste. Il ne faut pas tout vouloir de l'État. Mais tiens, que l'État mette les SMIC à 1 million, on est tous contents. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, il n'y a pas de développement Là, structurel parce on que est plus l'État que dans va ce devoir monde, baisser les impôts, donner des crédits d'impôts aux entreprises. Finalement, on va se développer Écoutez, comment? souvent, vous demandez un emploi, on vous demande vos prétentions salariales, vous dites, et puis C'est si tout. on a négocié, tant mieux. Ça te Bon, plaît pas, tu vas on va ailleurs. regarder, C'est ça qui est bien avec le on va privé. regarder de très très près comment évoluent les négociations. Bon, on va marquer une pause, sinon pour notre grande actu, on va évoquer l'opération Épervier 8. Non. Bon, on me signale que non. Allez, on va poursuivre. Voilà, on évoque la situation. Donc, avec l'opération Épervier 8, lutte contre la criminalité, eh bien c'est l'armée ivoirienne donc, qui déploie l'opération Épervier 8.
lancée sous la houlette donc, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Eh bien, cette opération va mobiliser près de 3600 forces reparties donc à travers Abidjan et l'intérieur du pays. Objectif, lutter contre la grande criminalité. Abidjan, l'intérieur du pays, c'est les fêtes, c'est bientôt les fêtes. Nous, on a envie de fêter sereinement. Ouais, on a envie de fêter sereinement parce que je pense qu'on le sait tous, à chaque décembre, les vols commencent à devenir monnaie courante. Si ce n'est pas les téléphones qui disparaissent, c'est les braquages qui viennent à tout moment. Et je pense que cette initiative de M. Vagondo est une très bonne initiative. C'est pas la première. Oui, ce n'est pas la première, bien entendu. Mais je veux dire, il va falloir aussi renforcer, redoubler d'efforts parce que sincèrement, on a envie de fêter très bien. Et d'autant plus qu'eux-mêmes, ils le disent qu'ils veulent montrer aux uns aux autres que il y a la stabilité en Côte d'Ivoire. Il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. On peut sortir, se promener et revenir à n'importe quelle heure à la maison sans crainte. Et je pense que c'est très important. Oui, parce que pour les fêtes, souvent on est tenu, vous le disiez, on est tenu souvent par certains engagements à être donc tard dans la nuit, à fêter. Mais il est important justement qu'on le fasse avec toutes les mesures de sécurité requises. Et je crois que c'est l'opération. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'à chaque période, pour la rentrée, il y a une opération. Pour les fêtes, il y a une opération. Même pour les vacances. Ça participe donc d'un processus de sécurisation globale finalement. Donc et je pense qu'il y a eu une petite augmentation au niveau du nombre en fait, de forces qui sera déployée. Je pense que c'est autour de 600 en plus donc qui se rajoutent à l'effectif total des forces déployées. Donc ça veut dire qu'il y a un accent quand même qui est mis sur cette période de fête là, parce qu'on est bien conscient que généralement, malheureusement, décembre, c'est un mois qui fait des bilans, en tout cas pas très sécurité des personnes, des biens, sécurité routière et tout. Voilà, comme Brice le disait, l'opération Épervier, c'est une opération qui est récurrente, que le ministre de la Sécurité lance à chaque fois. Déjà, l'opération Épervier 8, qui vient d'être lancée, succède à l'opération Épervier 7, qui avait été lancée à la veille des vacances, des grandes vacances scolaires qu'on a appelées vacances sécurisées, qui avait été lancée le 17 juillet et avait mobilisé autour de 3000 forces mixtes, comme je le dis, il y a les gendarmes, les policiers et puis les forces de défense sur le territoire national. On se rappelle que le bilan qui a été fait de cette opération, parce qu'à chaque fois que l'opération finit, on fait un bilan. Donc le bilan de l'opération Épervier 7 avait donné les résultats suivants. 6511 personnes interpellées dans les fumoirs. 6511 personnes interpellées dans les fumoirs, dont 3484 déférés. 33 931 individus ont été raflés et environ 4 tonnes de cannabis ont été saisies. Il a aussi été révélé que toujours dans ce bilan-là, que 57 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés ont été également saisis. 23 armes à feu ont été récupérées par les forces de défense et de sécurité et 527 gares anarchiques démantelées. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment une vaste opération. Et je m'attends à ce que. Mais franchement, nous, on est là en train de fêter en famille, entre amis, mais il se passe des choses dans la ville quand même. Hein. Oui, mais tu sais que. Et ça, c'était une opération qui a été lancée juste à la veille des vacances. Tu sais que ce qui est bizarre, c'est que le fait qu'il lance cette opération, quand tu tu roules dans la rue, que tu vois les policiers à chaque point des rues, qu'on le veut ou non, ça te rassure. Ça rassure. Ça te rassure sincèrement de savoir que les policiers sont là, ils mènent des contrôles, tout et tout. C'est un peu comme en France avec l'opération Vichy Pirate. Donc, vous rencontrez des forces de l'ordre. C'est comme vous avez dit, hein, il y a un effet d'assurance donc pour assurer les autres. Il y a un effet dissuasif aussi. Voilà. Oui, pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien, les engins à 2 roues, c'est sur ça que les gens font des braquages maintenant. Oui. Moi, aujourd'hui, personnellement, j'ai peur de voir 2 personnes assises sur une seule moto. Quand je les vois, je me mets en position défensive. C'est clair. Surtout quand vous allez dans la même direction. Là. Oui, quand on va dans la même direction, franchement, même quand ils viennent dans mon dos, franchement, je commence à accélérer, quoi. Parce que sincèrement, ces jeunes... Non, sérieux. Ils sont en moto, parce que moi, j'ai déjà... Je ne sais pas si tu vois la bretelle qui quitte le pont du lycée technique. Je descends, je vois 2 gars à moto. Ils sont venus, ils ont juste cogné l'autre gars à moto. Ils ont sorti, il y a un qui a sorti une arme à feu, l'autre a sorti une machette. 220 là, non? Oui, une machette. On avait vu la vidéo là. Oui, je te jure que le bus fait marche arrière. Moi, mais je fais marche arrière aussi, chacun se cherche. Parce qu'il ne faut pas qu'un coup parte. Mais quand tu vois les policiers dans tous ces coins, ça rassure. Et vraiment, je dis bravo et merci au ministre de la Sécurité, M. Vagondo. C'est une opération qui vient à point nommé parce qu'on sait généralement quand on est dans la période des fêtes, il y a beaucoup d'euphorie et on devient moins vigilant en fait.
C'est une période où on devient moins vigilant, on est dans l'euphorie, on est dans les fêtes. Donc, de telles opérations, je pense qu'elles sont salutaires. Il faut toujours... cas, et puis, là aussi, je voudrais profiter de l'occasion peut-être pour appeler la population à la coopération. Exactement. À la collaboration et à la coopération avec les forces de défense et de sécurité. La responsabilité aussi. Voilà, il y a la responsabilité aussi. Mais en tout cas, ce mois de décembre va être vraiment marqué quand on sait toutes les opérations qui sont faites dans le secteur du transport, maintenant dans le secteur de la sécurité. En tout cas, on est bien, on sent bien. En plus, encore, pour rappel, les mesures prises par le chef de l'État, la prime ado, rentre en fonction début janvier. Début janvier. Voilà. Bon, nous, on n'est pas concernés. Mais tu sais, le drame, tu sais, je voulais juste faire un point. À Abidjan, actuellement, il y a plein d'embouteillages. Et dans les embouteillages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le fait d'avoir les policiers, les gendarmes, franchement, je dis encore une fois, bravo, M. Bagondo. Voilà. Donc vous n'êtes pas toujours là à tirer sur la police. Non, je ne tire pas à tout moment sur la police. C'est ça, on dit, il a travaillé. Il a travaillé. Ouais. Voilà. Donc, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Là, vous caressez la police. Caressez la police. Bisous à la police. De toute façon, c'est dans son intérêt. Il filet, c'est dans son intérêt. Il n'y a pas que la police. Donc, cette opération Épervier mobilise les forces de défense et de sécurité, donc les policiers, les gendarmes, l'armée. C'est ça. Voilà, et donc, il y a même les survols du territoire pour qu'on puisse fêter, bien fêter. Bon, Daouda, ça le ratio de voir les policiers. Nous, on marque une courte pause et puis Daouda, on va peut-être vous retrouver parce que vous avez quelque chose à nous dire. Bien sûr. Une petite info. Ouais, petite info. Très bien, à tout de suite. Le Grand Talk, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h30 minutes et c'est jusqu'à 20h30 minutes. C'est vendredi les amis. Et vendredi, vous êtes très nombreux à nous écrire sur nos pages des réseaux sociaux. Bonsoir à Monsieur Cissé, bonsoir à Titi Elogne, bonsoir à Jennifer Lou, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qui nous écrivent sur nos pages des réseaux sociaux. Super émission, ça fait plaisir. Daouda, Sa Majesté, Monsieur Daouda, merci Daouda, ça fait une phrase qui ne s'est jamais terminée. Élisée Boloubou est avec nous. Toujours. Rayana. Et on n'a toujours pas réussi à convaincre Isabelle qui fait sa princesse. Non. Je commence. C'est vrai qu'il faut revoir la délégation des médiateurs. Oui, c'est. Daoud. Tu sais, je suis la seule personne ici capable de convaincre Isabelle. Isabelle, ouais. Très bien, très bien. Mais sauf qu'on t'a pas donné. Donc on te missionne d'aller la moi, on ne m'a pas donné ce que je veux. Voilà. Alors, Isabelle et Daouda font leur Assimi Goïta. Et Soudel Maïga. Voilà. Bon, Daouda, vous avez la parole. Pourquoi? Parce que, avec vous, on va évoquer une situation... de crise. De crise, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. À l'UNJCI, bon sang. Oui, à l'UNJCI, je pense que pour la plupart d'entre nous, on est journalistes et nous tous, on est pratiquement membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a ouvert son 11e congrès. Et Adam n'a pas sa carte. Oui, on va lui trouver sa carte. Voilà. Mais et justement, on va te dire pourquoi il n'a pas sa carte. Justement. Le 11e congrès s'est ouvert aujourd'hui à la Maison de la Presse d'Abidjan, au plateau, mais sur fond de crise entre les deux listes qui sont en compétition. D'un côté, il s'agit de la team Jean-Claude Koulibaly, qui est le président sortant, et de l'autre côté, Lance Touré, qui est le candidat qui est opposé à Lance. Donc aujourd'hui, le challenger. Voilà, le challenger en fait. Le congrès s'est ouvert, mais c'est sur fond de crise parce que c'est de gros débats qui se passent actuellement là-bas. Et je pense même que ça va au-delà du débat, hein, Daouda, avec les images qu'on voit là, ou qu'on va voir là maintenant. Je pense qu'on est au-delà du débat. Le débat, il est plutôt houleux. Les débats sont très houleux. Voilà. Je ne sais pas si on peut voir la vidéo. Voilà. Oui, mais en fait, il y a un point de terminologie avec la régie. En général, quand j'ai dit les images, oui, c'est les images de la vidéo.
Et donc, comme vous avez pu le voir, le thème de ce congrès, c'est pour une UNICI plus forte et plus solidaire, mais bon. Ils sont mal barrés. C'est pour la solidarité et la force, on est très mal barrés, nous tous journalistes aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, c'est sur fond de crise. Et la crise, elle est toute simple. D'où vient cette crise? Il se trouve que techniquement, le président sortant, les textes de l'UNICI sont clairs à la matière en fait. Pour être journaliste, il faut respecter certaines règles. Mais la règle la plus primordiale, il faut que 70% des revenus de journalistes viennent du journalisme. Mais comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, la presse est en crise. La presse est en crise et c'est assez compliqué. Il se trouve qu'il y a certains journalistes qui vont faire peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois souvent sans salaire. Donc, on ne peut pas vivre seulement que de sa passion. Donc, souvent, il y a certains qui vont dans d'autres lieux pour aller avoir un peu d'argent pour subvenir aux besoins. Il se trouve que dans cette situation, certains journalistes sont passés le concours de la fonction publique pour devenir fonctionnaires. Je suis dedans aussi. Voilà. Je suis dedans. Les mains de Guy Robert. Je suis dedans aussi. Mais pour dire parce que la presse en Côte d'Ivoire, ça ne paye pas concrètement. Bien sûr. Donc aujourd'hui. Comment vous dites ça, Daouda? Non, il faut le dire. Vous justifiez quelque chose? Non, mais en fait, il te parle d'une réalité. Je veux dire, quand il te parle de la presse, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui vivent de leur profession. Il y en a combien? Il y en a combien sur combien? Il y en a combien? Mais quand il en fait une règle, en fait, vous dites la presse, ça ne paye pas concrètement. Donc c'est pour ça que de temps en temps, ça peut être une explication. Non, le ça ne paye pas est peut-être fort. Ce que je veux dire, qu'on le veuille ou non, ça ne se vend plus comme avant. C'est ça. Les journaux ne se vendent plus. C'est cette précision-là que j'attendais de vous. Comme avant. Oui. Et donc, du coup, il y a certains même, même les impressions. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, il a fallu que l'État aide la presse pour pouvoir imprimer. C'était assez compliqué, en fait. Donc, aujourd'hui. Oui, mais Daouda, pardonnez-moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été choqué dans la phrase. Je me demandais à un moment donné, quand j'ai fini de réagir, pourquoi je l'avais fait. Mais c'est parce que vous évoquez régulièrement la presse. Donc, la presse écrite, vous parlez précisément de la presse écrite, c'est ça? Non, de la presse en général. Ah bon? Voilà, parce que quand on dit Union nationale des journalistes, c'est tous les journalistes de Côte d'Ivoire, tous les compartiments, y compris télé, radio, presse écrite, presse en ligne, c'est tout le monde. Ouais. Voilà. Mais donc, ce n'est pas la presse en général, finalement. C'est tout le domaine du journalisme. Bon, quand on dit presse, c'est tout le domaine, en fait. Voilà. Allez-y. Donc, en gros, sur ce problème-là, il y avait une liste où il y a un journaliste qui était fonctionnaire. Donc, cette liste a été invalidée, ce qui est en train de créer cette crise au sein de l'UNICI aujourd'hui. Donc, techniquement, vous avez vu la vidéo, vous-même, et certains même aujourd'hui sont en train de parler d'aller créer une autre fêtière de journalistes à côté. D'autant plus qu'il y a d'autres fêtières qui se sont créées à cause de ces mêmes embrouilles au sein de l'UNICI. Et sincèrement, j'avoue que voir ce genre de situation, moi, ça m'écoeure beaucoup. Et mon souhait, sincèrement, c'est que les gens puissent s'entendre et trouver des solutions à ce problème. Et vous êtes journaliste également. Quand vous observez ces images-là, je pense que, ou cette vidéo, je pense que vous êtes plutôt attristé, hein, parce que vous voyez le spectacle. Non, il y a de quoi. Le spectacle n'est pas digne de la corporation, surtout que les journalistes, par essence, sont considérés comme les moralisateurs de la société. C'est ceux-là qui ont la critique facile, c'est ce que tout le monde pense dans l'opinion, tout le monde sent dans l'opinion, et se retrouver pour juste un congrès à se bander des muscles, à sortir tout ce qu'on est en train de voir là, c'est vraiment pas honorifique pour la corporation. C'est dommage. Mais bon, moi, c'est vrai que j'ai écouté attentivement ce que Daouda a dit, mais je crois que pour des questions de clarification, on revient sur certains points. Le congrès, en fait, c'est un congrès électif. Chaque 3 ans, il y a un congrès électif pour renouveler les instances de l'UNJCI, de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et cette année, le congrès a lieu effectivement parce que le bureau sortant est à la fin de son mandat et le bureau sortant a reconduit le président sortant, donc comme son candidat, bon, je ne dirais pas le bureau sortant, mais le président sortant a relancé encore, s'est relancé pour un second mandat, et il y a un autre challenger qui est là. Et comme toute élection, il y a une instance de validation des candidatures. Comme ça se fait. C'est-à-dire, je suis candidat, je dépose mes documents pour justifier de ma candidature. Et il s'avère que cette instance-là, c'est le conseil d'administration, qui est constitué de 5 membres. Et ce conseil d'administration a statué sur les 2 listes, en fait. La candidature, généralement, il y a la tête de liste, excusez-moi, il y a la tête de liste, et puis il y a certains membres, c'est 24 membres, je crois, avec la tête de liste, sur chaque liste. Et la liste, le conseil d'administration a invalidé
la liste du challenger. Parce qu'elle a estimé que sur la liste du challenger, il y avait un fonctionnaire avéré. Alors que d'après le conseil d'administration, je le dis parce que je n'ai pas les tests sous les yeux, je n'ai pas encore la linéa, selon les tests, il ne doit pas avoir de fonctionnaire. C'est-à-dire un fonctionnaire ne doit pas logiquement être sur une liste pour diriger l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous pouvez parce être journaliste. On estime que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire est une corporation. Voilà, non, est une organisation de la société civile. Donc, tu ne peux pas être employé du gouvernement et puis en même temps être à la tête d'une organisation de la société civile. Il y a un conflit d'intérêts. Voilà, donc il y a conflit d'intérêts en fait, ça ne peut pas passer. Donc sur cette base-là, le conseil d'administration a annulé. Mais il savait que la liste qui a été invalidée a estimé que non, le conseil d'administration avait mal interprété les tests. Donc elle a esté en justice cette décision. Un premier résultat a été donné, la justice a débouté pour une première fois la liste. Et il y a un deuxième verdict qui est tombé hier seulement, où encore la justice a confirmé, ou du moins la deuxième instance judiciaire a confirmé le verdict de la première instance judiciaire, donc pour dire que non, la liste est invalidée. Mais les amis de la liste invalidée estiment que ce n'est pas normal, qu'on est un peu dans l'exclusion. Donc c'est ce qui engendre un peu tout ce spectacle-là, parce que depuis quelque temps, il y avait vraiment ces conflits. Mais comme je le dis, au-delà même de tout ce qu'on peut dire, je me dis que nous, aujourd'hui, si on n'a pas le minimum de recul pour maintenir notre responsabilité des veilleurs de conscience et qu'on se laisse appâter par ces genres d'attitudes qui ne sont pas, comme je le dis, honorifiques, je crois qu'on est en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à la déliquescence même de la société. Parce que nous qui sommes censés relever l'État, interpeller, si nous-mêmes on n'a pas suffisamment de responsabilité pour dire, que non, il faut qu'on passe à ça. Je vois très bien une situation d'un journaliste aujourd'hui en train d'interpeller en politique sa responsabilité pour dire vous avez du mal à interpréter, il y a toujours des problèmes d'élection parce que vous interprétez mal, il y a toujours des problèmes. Il va dire mais et vous-même Non, mais je pense en Côte d'Ivoire, dans tous les congrès, qu'il y a dans ce monde-là, surtout en Côte d'Ivoire ici, il y a toujours ce genre de choses. Non, mais je pense que pour ce qui concerne les journalistes, à leur décharge, on finit par s'entendre. Voilà. Juste après ce congrès, tout va entrer dans l'ordre. On sera dans un monde de bisounours. Franchement, vous êtes gentil de dire ça. Non, le congrès passait. Il était tendu également. C'était tendu. Le congrès de 2019 était vraiment tendu. Très tendu. C'est vrai. Mais juste après le congrès. Que ce soit toujours tendu, à la limite. Oui, mais. Et c'est pas ce qui est extraordinaire, c'est que le congrès de 2019 était tendu, pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle raison qui justifie. Exactement. Non, mais une chose est certaine, moi, en fait, en évoquant ce sujet-là, en fait, je vais interpeller à la conscience de tous nos confrères journalistes, en fait. On n'a pas besoin de se battre pour une élection. Parce qu'au-delà de tout, après cette élection, on est appelé à vivre ensemble, on est appelé à manger ensemble, on est appelé à aller boire ensemble, à travailler ensemble, tout et tout. Donc, sincèrement, en même temps, laissons-nous une porte de sortie. C'est très important. Ce que ça évoque comme supputation, les gens même se posent des questions finalement. Mais pourquoi? Il y a quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de... Parce que quand c'est comme ça, on se demande, si les gens se battent comme ça, c'est qu'il y a une affaire d'argent dans cette histoire. Il y a une affaire de jet dans cette histoire. Non, pas forcément. Très bien, donc on n'a pas besoin de se tirer dessus. Parce que quand on regarde les images... Mais tu sais qu'il n'y a jamais eu de petites élections en Côte d'Ivoire ici. Même l'élection du quartier. Même l'élection des chefs de classe, même il y a... Mais pourquoi? Mais il faut un jour qu'on arrive quand même à rendre les élections tranquilles. Et je pense, moi je dis, dans ce type de congrès, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas revendiquer les mêmes choses ou de tout simplement ne pas être d'accord. Mais comment est-ce qu'on le manifeste? Je veux dire, excusez-moi, il y a des débats beaucoup plus houleux quand on parle, par exemple, au Parlement. Mais ils ne se lèvent pas comme ça pour crier et puis se crêper le chignon. C'est que t'as pas... Il faut assister un jour à un débat parlementaire. En fait, ce que je veux te dire, c'est que dans la vidéo qu'on voit, on voit limite des gens qui se déplacent de leur siège. On a même vu que la police est rentrée dans la salle, en fait. Au Parlement, il y a la baouleux, mais il n'y a pas ce qu'on entend de voir. En fait, ce que je veux dire, c'est important de garder une certaine discipline. Dans le Parlement, même chez les Européens, souvent même ça s'élance des chaises. Non, ça n'arrive pas. Mais ça, c'est pas la norme. C'est pas le plus récurrent. C'est pas l'image, en tout cas. Moi, je suis d'avis avec Daouda. C'est vrai qu'on a vu des parlements quand même en Occident où vraiment c'était houleux. Mais moi, je me dis que ce n'est pas des exemples à faussement copier. Ça, vous voyez, la police même a pris d'assaut même la salle. C'est pas normal. C'est pas normal parce que justement,
il y a de réelles menaces de friction. Moi, des j'y réelles étais. menaces Moi, j'y étais. de- C'est une question d'affrontement. de Donc, discipline. pas- C'est une J'y question de étais, discipline. j'y étais. Ce n'est pas seulement la police qui est là-bas. Il y a la police, il y a la gendarmerie. Le plus. plateau au niveau de, qu'on appelle ça, de la maison de la presse je vois. est barricadé en c'est fait. tendu. Mais en fait, non, mais C'est en fait, ce tendu, que je en veux fait. dire, c'est que la présence de la police devait être. Et il y a aussi des loubas. devrait être là. Il y a aussi non, des mais même loubas. pas dissuasive. Elle devrait être là pour sécuriser l'endroit, C'est pas ça. pour venir séparer un palabre. Je veux dire, quand on est des Bon, dans tous les journalistes cas, ils pourront rien faire, hein. responsables et Voilà. disciplinés, on reste à sa place et on parle, on discute, on évoque des sujets, on vote ou je sais pas comment on règle ça, mais on se lève pas de Mais son siège pour je aller pense que crier. chacun cherche à intimider. Non, mais Mais comme c'est là où je on ne crois que- devrait pas être. C'est là où Non, on mais ne devrait pas être. Non, Bon, Brice, écoutez, ce on va en congrès-là, rire pour on l'a pas déjà. pleurer. Non, mais Daouda, moi je pense que ce que Daouda a dit est juste. C'est vrai que c'est tendu comme ça, mais comme il le dit à la décharge, peut-être des confrères, je pense qu'on va se retrouver. On s'est On va retrouvés. se retrouver après ça, après Bon, cette c'est un jeu, parenthèse-là, c'est un et jeu puis on qu'ils va aiment bien, en avancer fait. en Ouais, fait. je pense que- Ouais, on est un ouais. peu maso. On va se Voilà, retrouver, et puis- non, on va se retrouver, j'ai On- confiance. On aime se chauffer un peu de temps en temps. Voilà, de temps en C'est temps, ça se chauffer un peu. Oh là là. Non, sinon. Ouais, ça a l'air trop simple qu'on passe aussi. Bon, allez, Mais vas-y, une je chose dis, est en fait. certaine, c'est que moi, pour ma part, sincèrement, C'est j'aurais- triste. je souhaiterais en fait que, au sortir de ce congrès-là, ce qui serait important pour chacun dans ce congrès, c'est d'aller s'asseoir et de toiletter sérieusement les textes. Ouais. Pour ne pas que chaque 3 ans, on en arrive. À des interprétations. Ah, Chacun interprète peut-être à sa mais- faveur. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais bon, il y a des textes. Bon, d'accord, on va aller sur ça, hein, et puis on va comprendre. Ouais, Père, qu'est-ce que tu voulais dire au fond? Non, parce que je veux dire, qu'il soit le plus toiletté au monde, quand il y a une personne qui n'a pas envie de comprendre cette interprétation toilettée-là, ça va toujours envoyer à des discussions. Donc du coup, c'est plus de la responsabilité des uns et des autres. Pour dire, moi, c'est très clairement écrit ici, Daouda Koulibaly, Sa Majesté, je peux estimer que moi, Sa Majesté ne me convient pas. Et puis on va retrouver ce genre d'image-là. Bon, toiletter, c'est vrai, mais aussi, je dis ça pour De la sourire, responsabilité, toiletter, c'est c'est vrai, vrai, mais il y a la je responsabilité partage. des uns et des autres. C'est ça, Et il y a surtout voilà. de la retenue. C'est Je ça. suis pas Moi, je pense d'accord. que Voilà, lundi, on aura le fin mot de l'histoire. c'est ça. Voilà, pour S'il y savoir. a congrès, attention là. Non, si le Voilà. congrès. Je le pense que ça va aller jusqu'à ça son va terme. aller Je pense quand jusqu'à- même. Je pense Très que ça bien. va. Tout va Sinon, bien. on va en rire pour pas en pleurer parce que au début, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon. Et puis j'ai cru reconnaître Élysée à un moment. Non, non, c'est pas moi. C'était pas vous? Non, pas du tout. La vidéo. Non, non, pas du tout. Pas C'était du pas tout. vous? Non, non, c'était pas moi. Non, parce que À la quel personne, niveau? il y a un nerveux, c'est-à-dire même la Non, personne non, qui non, calme, non, c'est pas moi. la personne qui calme le nerveux fait 2 fois sa taille. Non, non, c'est pas moi. Et Non, mais ça, t'es pas- je suis sûr que Non, c'est mais Élysée. t'es pas sérieux. Élysée, tu n'étais pas Je là suis matin. où, là? Où je suis? Ah d'accord, Oui, c'est je pas suis vous. ici. Ah non, c'est pas vous, c'est pas vous. Mais regardez bien, regardez Non, bien. c'est pas moi. Où? Voilà, mais c'est Non, Monsieur Mbato, c'est ça? c'est Guillaume Bateau. Ça, Ouais, c'est le grand frère Guillaume il est Bateau. très nerveux, C'est mais Franck c'est Etienne, pas- Franck non, c'est Etienne pas que tu Élysée. connais. voilà, c'est le Franck frère Etienne Guillaume que je retrouve, voilà, Voilà. qui se Ça, c'est rassoit le frère Yo finalement. Chona, le confrère Yo Chona. Non, il y a pas et Élysée, on il y a pas Élysée. Non, je suis Voilà, il pas- a donné conseil. je suis Mais nulle part. regardez bien, regardez bien. Non, mais de C'est-à-dire- toute façon, Élysée, on le retrouvera jamais dans ces. C'est pas lui, trucs non, de c'est pas lui, mais tension et tout, là. c'est Guillaume, on a reconnu Guillaume. Mais Guillaume est très nerveux. Voilà, Guillaume, toujours très nerveux. Voilà, on va lui donner un peu de conseil, viens. Mais c'est qui lui donne conseil là même? Après, voilà. Non, c'est pas possible. Une gestuelle à l'Élysée, Boulou. Non, c'est vrai que Guillaume est mon grand frère, mais pardon, pas jusqu'à ce point. C'est Bon, vrai que Guillaume, c'est allez, mon grand frère. on fait Mais un c'est coucou des à- on fait Yacouba, un coucou à tous les Guillaume. deux au passage. Non, c'est mon grand frère même, On c'est fait, mon cousin. voilà, on fait un coucou à Guillaume et puis à tous les confrères qui sont à ce congrès. On espère que la paix reviendra, l'entente et l'union. Parce que c'est vraiment l'union. L'union et la solidarité, Voilà, surtout. des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est ça. Bon, les amis, avant de terminer, j'ai pour sortir de ce climat de tension-là, une image, une bonne nouvelle. Eh bien, on parle d'amour, on parle de... Cette fois, c'est vraiment l'autre union. La vraie union. L'union entre 2 êtres. Non, les unions Des unions, en l'occurrence. entre plusieurs êtres. Mariage collectif, donc au niveau de la gendarmerie. Ah, mais ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, en tout cas, je félicite les autorités de la gendarmerie d'initier de telles choses, en tout cas de tels mariages. C'est une très, très bonne chose parce que, vous savez, moi, Oui, bien sûr. Il y a 400 autour, enfin exactement, c'est 421. ouais, Donc il y a 420 personnes, enfin 421. 421 couples. Couples. Voilà, Ouais. 421 Donc ça fait couples 800. voilà, qui passeront par les liens du mariage au niveau de la gendarmerie. C'est une très bonne 842. chose. Moi, je pense que Merci. c'est déjà une bonne chose même pour le gendarme lui-même. Ils parce sont que ça mariés, le- hein? Oui, parce que ça le stabilise. Et c'est une très bonne chose aussi pour les conjointes. Parce que parfois, on a assisté à des scènes où quand on ne le souhaite pas, mais une situation fâcheuse arrive où le gendarme n'est plus,
la femme restait là comme ça avec les enfants souvent à la dérive parce qu'il n'y avait plus rien ou bien restait comme ça vraiment de façon abandonnée là. Et je crois que ça, c'est... Attendez, moi j'ai l'impression de ne pas comprendre le point là. Qu'est-ce qui se passe au Bon, juste? en fait, ce qui se passe, pratiquement chaque année, sort de maladie. Oui, donc je suis un peu longue à la chaque année, pratiquement, ou bien ça dépend la période. La gendarmerie nationale, en fait, organise des mariages collectifs. Ça veut dire ceux qui vivent en concubinage, mais qui ne sont pas mariés. La gendarmerie organise un mariage collectif. Ils organisent régulariser la situation. En fait, j'avais compris, j'étais pas... Et justement, avant-hier, je pense que c'est avant-hier, j'ai croisé Koulibaly Zana ici, qui est le chargé de communication de la gendarmerie nationale. Je lui ai dit, mais tu es là pourquoi? Il me dit, non, on est venu pour parler du mariage collectif de nos cadets et autres. Il dit, mais pourquoi vous voulez les marier tous ensemble? Ils disent, non, en fait, l'idée, il faut les inciter à se marier parce que, le mariage, ça les stabilise eux-mêmes. Et ça les responsabilise. Non, je suis d'accord avec l'initiative, mais est-ce que les inciter à se marier, c'est les marier tous ensemble? Non, mais parce que si tu maries seul dans ton coin, tout et tout, personne ne... Non, mais je pense que c'est un but quand même d'aide. Hein. Parce que vous savez, oui, je pense que c'est un but d'aide aussi. Non, mais elle comprendra le jour qu'elle décidera. Voilà, parce que quand tu es seul... Non, parce que quand tu es... Oui, Rayana. Parce que si tu es seul, tu vois un peu... Il faut inviter tout le monde, mais là, quand on est collectif, on fait c'est vraiment une voilà, cérémonie. Les frais sont... Chacun est libre d'aller maintenant se réjouir en famille comme il veut. Donc vraiment, ça a une vocation aussi d'organisation. Si tu dois mettre 2 millions, 3 millions, après le mariage, tu dois mourir de faim, non. Parce que là, c'est une fête collective. Non, sur l'aspect, en tout cas sur l'aspect économique, ça va. je suis totalement d'accord. d'accord. Le truc encore qui est encore plus grave, c'est qu'il y a beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers, beaucoup de militaires. Pour moi, on parle de mariage, c'est quelque chose qui reste assez... c'est un moment sacré et que je n'ai pas forcément... Je veux dire, moi, j'ai pas envie de me marier pendant que tu es en train de te marier, que toi, tu es en train de te marier, que toi, tu es en train de te marier, puis on est tous assis ensemble en train de se marier. Non, mais là, moi, j'ai envie d'assister à ton mariage. Non, je comprends pas. Non, en fait, je vous explique en fait ce qui. Non, moi, je te comprends, je suis d'avis avec toi. Mais par contre, pour pouvoir peut-être expliquer, tenter d'expliquer, Rayana, c'est... Non, c'est une belle initiative sur le plan financier, sensibilisation, tout ça, oui. Non, au-delà de cela, il y a un esprit de corps qui est c'est des frères d'armes. Voilà, c'est peut-être cet esprit-là aussi, ce symbole-là aussi qu'on veut passer. Donc, après, les femmes, elles ont l'air contentes. Hein, donc, et puis en plus, voilà ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que elles sont contentes. Les 98% de ces dames-là, vraiment, elles peuvent pas se dire, elles peuvent pas partager ton opinion. Hein. Même si elles se retrouvent à deux, même avec le... Tu sais en fait, c'est ça, c'est des réalités. C'est des réalités aussi qui sont différentes. Qui souvent ont des enfants dehors avec d'autres femmes. Il suffit que la femme vienne à la gendarmerie pour dire « j'ai fait enfant à lui ». Mais chaque fois, on lui coupe son salaire, on envoie ça ailleurs. Ah, ça c'est bien alors. Je salue cette initiative-là. D'accord. Qui est vraiment noble. Parce que l'armée se rassure de cela. Et c'est dans tous les corps. Donc, si tu es marié, que malgré ton mariage, tu prends le courage encore pour sortir, pour aller dehors, bon, tu vois. Pourquoi on les responsabilise? Je tiens à signaler à toute fin utile que cette séquence de l'émission où Daouda a affirmé des choses concernant les gens qui ont fait des enfants dehors, je n'étais pas là. Ça, c'est ton problème. Je n'étais pas là. En tout cas, coup de cœur, hein. Coup de cœur. En tout cas, où est mon coup de cœur? Coup de cœur, voilà. Et puis heureux ménage donc à tous les gendarmes. Non, franchement, je suis content. Et puis c'est la ministre Kandia Camara qui a célébré le mariage collectif. En qualité de mère. Oui, j'ai failli dire Kabanyale. C'était Kandia Camara. Voilà, maire d'Abobo, ma commune, la plus belle commune de Côte d'Ivoire. Mais il est heureux. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Nous allons marquer une courte pause. Sharon Camara nous attend pour le JT. Et je peux vous garantir que les nouvelles que nous avons des négociations sont bonnes. Isabelle sera de retour. Notre Isabelle sera de retour. À part les 46, elle, c'est la seule. Elle est de retour et on va la retrouver. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk après le journal télévisé donc présenté Sharon Camara, j'y arrive parce que j'ai failli Isabelle. Isabelle, elle est dans ma tête, Isabelle, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est prévu que repasse le JT bientôt. Isabelle Favor est avec nous, il y a Élisée Boloubeu, il y a Sa Majesté Daouda et Rayana Assi nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk, je vous le disais. Docteur Jean-Jacques Konadjé, bien à la faveur de la
parution de son ouvrage Attentat de Bassam dans le feu de l'action. Entretien exclusif avec le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être à nouveau sur notre plateau. C'est moi qui suis honoré. Docteur, vous sortez cet ouvrage-là qui parle des attentats de Bassam. Et Daouda, il y a quelques jours, nous évoquions sur ce plateau la note du procureur, le communiqué du procureur relatif. Richard Adou qui a fait un communiqué pour retracer les faits et dit qu'il y a 18 personnes qui ont été arrêtées après 6 ans d'enquête justement et que ces personnes-là seront jugées le 30 novembre. Donc on se demande, lui, ils sont un livre, est-ce que... Le timing est parfait, hein? C'est une coïncidence peut-être? Non, je pense que c'est une pure coïncidence. Parce que le livre n'aborde pas la dimension judiciaire de l'affaire. Très bien. Alors moi, j'aimerais juste savoir quelles ont été vos motivations pour écrire en fait cet ouvrage. Je dirais qu'il y a plusieurs motivations, mais je peux en citer, si vous permettez, 3. La première motivation, c'est j'ai écrit par obligation morale. Parce que l'attentat terroriste de Grand Bassam est la première attaque terroriste sur le territoire ivoirien. Et je me suis rendu compte que cet événement qui constitue, je dirais, un repère dans notre vie, parce que l'attentat fait partie désormais de notre conscience collective, elle appartient maintenant à notre histoire collective. Je me suis rendu compte que l'attentat sombrait dans l'oubli. C'est-à-dire, ça fait 6 ans que l'attentat a eu lieu. C'est un événement qui nous réunit et on se rend compte que ça sombre dans l'oubli. Donc, j'ai souhaité écrire pour ne pas qu'on puisse l'oublier, parce que l'écrit, c'est une façon d'immortaliser un événement. Et la deuxième raison, c'est par devoir intellectuel. Je suis spécialiste des questions de défense et de sécurité, donc je touche un peu les questions de djihadisme. Et je me suis rendu compte que 6 années après la survenance de cet attentat, aucun écrit scientifique sur ce sujet, aucun documentaire vraiment sur ce sujet, alors qu'ailleurs, ça mobilise vraiment toute l'intelligentsia. Et comme je le disais, rien que pour l'attentat du 11 septembre 2001, on a 585 livres écrits en français sur cet événement. Et lorsqu'on fait le ratio, ça fait environ 30 livres par an. Bon, je me suis dit que j'avais quand même ce devoir intellectuel d'écrire. Et puis enfin, j'ai voulu rendre hommage à nos forces. Ça, c'est la troisième raison. Parce que ce sont des personnes qui sacrifient leur vie pour sauver des vies. Et puis, dans la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre psychologique. Il faut gagner les cœurs, il faut gagner les esprits. Et pour moi, il fallait valoriser les actions de bravoure de nos forces de défense et de sécurité. Et pour ce qu'on ne sait pas, c'est que le dénouement de cette attaque a été mené de bout en bout par nos forces de défense et de sécurité sans une intervention d'une force étrangère. À l'époque, je pense que cela mérite d'être salué. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai voulu écrire sur l'attentat de Bassam. Mais au-delà de tout ça, il y a ce que Bassam représente dans l'imaginaire de tous les Ivoiriens. Ça peut reposer sur 3 piliers. Bassam, c'est quand même la première capitale de Côte d'Ivoire, 1893-1900. Bassam, c'est le symbole de la résistance, la lutte contre l'émancipation, la lutte pour l'émancipation plutôt, contre le colon. Parce qu'un 22 décembre 1949, il y a des femmes qui ont décidé, dans un élan de solidarité, de marcher sur la ville de Grand Bassam pour faire libérer des hommes politiques qui étaient emprisonnés. Et puis enfin, Bassam, c'est quand même une ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, entre autres, certaines raisons qui m'ont motivé à écrire sur ce livre-là. Merci. Maintenant, vous parlez de vos motivations, vous avez donné les 3 motivations. En fait, ce que je voulais savoir, est-ce que dans cet ouvrage-là, il y a une part, il y a un visage qui est donné à ceux qui sont morts? Parce que je me rappelle, lors des attentats de Grand Bassam, pour avoir fait la pige pour le New York Times, eux, ils n'ont pas plutôt parlé des événements, mais plutôt, ils ont mis un visage sur chaque personne qui est décédée. Parce que ce 13 mars-là, il y a eu des attentats un peu partout dans le monde. Il y a eu le Bataclan, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu, je crois bien, d'autres pays. Et ils ont mis un visage sur ces personnes qui sont mortes. Je veux savoir, est-ce que dans ce livre... Non, mais je pense que le titre du livre traduit le contenu. C'est ça. Attentat de Bassam dans le feu de l'action. Je parle de la façon dont, des conditions dans lesquelles nos forces de défense et de sécurité, plus particulièrement les forces spéciales, les conditions dans lesquelles elles sont montées à l'assaut. Et comment elles ont pu neutraliser les terroristes. Justement, hein, donc, vous parliez d'un nombre important d'ouvrages écrits sur les attentats du 11 septembre, chacun choisissant son angle. Daouda, certainement, pour sa prochaine œuvre, va peut-être... choisir les victimes. Exactement. Vous c'est le feu de l'action et c'est ça qui m'intrigue. Vous n'êtes pas...
à ma connaissance, vous n'êtes pas militaire, mais de choisir justement le feu de l'action, j'ai même envie de dire, c'est un peu osé, c'est gonflé. Non, en fait, c'est de montrer aussi comment nos forces sont professionnelles. C'est-à-dire, au-delà de l'hommage que je veux rendre à nos forces de défense et de sécurité, c'est de montrer que, en parlant du feu de l'action, c'est de montrer que l'État de Côte d'Ivoire avait pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter un attentat. Mais en cas de survenance, il y avait toutes les dispositions aussi qui avaient été prises pour contrer l'attaque assez rapidement. C'est pour cette raison qu'on a évité du carnage. Il y a eu un grand flou, hein, pour tout vous dire, à l'époque des faits. Toutes les informations n'étaient pas très claires, je peux vous le dire. Là, aujourd'hui, peut-être qu'avec le procès, on aura peut-être d'autres informations. Est-ce qu'à travers cet ouvrage-là, on en sait un peu plus, sans forcément le spoiler, on en sait un peu plus sur les conditions d'attaque, les conditions d'intervention? Qu'est-ce que l'ouvrage, au-delà de l'action, nous révèle? Au-delà de l'action, l'ouvrage révèle que nos forces de défense et de sécurité étaient suffisamment préparées pour faire face à une attaque terroriste. Au-delà de l'action, on montre aussi que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire avait pris la menace au sérieux et avait pris toutes les dispositions et avait mis en place un protocole d'intervention qui devait être déclenché par le président de la République en sa qualité de chef suprême des armées. Et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire, le livre est un retour d'expérience. Et encore une fois, je le dis, on a tendance à aller chercher des solutions ailleurs, alors que nous-mêmes ici, on a toutes les facultés, on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire face à ce genre de... Mais est-ce que vous pensez que ça suffit? Parce que vous parlez justement de la prouesse des forces de l'ordre, que je reconnais. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on arrive quand même à l'attentat et on arrive quand même à un bilan qui est triste, même si ça limite les dégâts. Mais c'est quand même un bilan qui est triste. Et donc, c'est vraiment un attentat qui a fait... Là, vous parlez du feu de l'action. Oui, du feu de l'action. Alors que là, par exemple, ce que Rihanna a dit, c'est qu'on aurait pu dire le feu de la réaction. Parce que là, les forces de l'ordre ont réagi. En fait, le truc, c'est qu'il explique combien les forces de l'ordre ont été suffisamment préparées. Et ça, je le reconnais, parce qu'on voit que c'est des prouesses, et on le voit aujourd'hui, même dans le contexte dans lequel on est. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas contradictoire de faire l'éloge de cette préparation quand l'attentat a quand même eu un bilan? Non, il le disait tout à l'heure. C'est pas du tout contradictoire. Vous savez, le terrorisme s'inscrit dans une dynamique de guerre asymétrique. Et le terroriste a la particularité d'être à la fois partout et nulle part. Ce sont des événements qui vont forcément arriver, parce qu'on a affaire à des personnes dont l'objectif est de tuer en se donnant la mort. Donc moi aujourd'hui, avec ce que je montre à travers ce livre, c'est de dire qu'effectivement, il y a eu un ensemble, je dirais, d'actions qui ont été menées pour prévenir la menace. Mais la menace est quand même, l'attaque est quand même arrivée, est survenue, et voilà les dispositions qui ont été prises. La réaction? Non, c'est l'action. L'action? Oui, c'est l'action. C'est l'action parce que c'est tout un processus en fait. Bon, parce que là je vais rejoindre Rihanna, ça va être un super débat entre nous ce soir, docteur, parce que Rihanna, elle évoque effectivement l'action aurait peut-être voulu... Non, elle n'évoque pas la réaction. Elle dit est-ce que le fait de mettre en exergue la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, ce n'est pas un échec à partir du moment où l'attentat a eu lieu et a eu ce bilan. Mais en fait, le véritable problème, c'est qu'on s'entraîne pour faire face à ce genre d'attaque. Donc, on ne peut pas dire que ça ne va jamais arriver. Donc, on sait que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Mais au cas où ça surviendrait... C'est peut-être pourquoi que je parle, moi, de réaction. Pour dire que si la réaction de nos forces de l'ordre n'était pas si professionnelle et si prompte, peut-être que le bilan aurait été plus lourd. Non, en fait, la réaction, c'est la posture que les forces de défense ont eue. Ça, c'est la réaction. Oui. Maintenant, elles ont été dans le feu de l'action. C'est bien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, très bien. La précision est importante. Non, mais être dans le feu de l'action, c'est réagir. Qu'est-ce qu'il dit? Après, c'est la perception qu'on a. Être dans le feu de l'action, c'est décrire les événements action par action sur le terrain. Et là, maintenant, la réaction, c'est lorsque le président de la République déclenche le plan d'action antiterroriste pour faire face à la menace. Maintenant, les forces de défense et de sécurité, toutes les actions qu'elles ont posées, c'est dans le feu de l'action. Et là, en l'occurrence, ce dont vous parlez dans votre œuvre, nous, on est peut-être dans une dimension plus grande, mais là, en l'occurrence, dans votre œuvre, vous parlez du feu de l'action, la description de l'action de nos forces spéciales. Moi, le livre, c'est un entretien exclusif que vous avez vu avec le chef d'état-major actuel, général actuel. Il y a juste une partie, où on fait un entretien. Un entretien avec lui. On sait qu'au moment des faits, il était
il était colonel et il était le commandant des forces Il était spéciales. colonel-major. Colonel-major, il était le commandant des forces spéciales. Oui. Et les forces spéciales ont perdu effectivement 3 personnes dans cette attaque terroriste-là. Oui. Quand vous avez échangé avec le colonel, quel a été l'état d'esprit des forces sur le terrain quand elles ont su effectivement qu'elles ont perdu 3 personnes dans l'action? En fait, au-delà du chef d'état-major général actuel, le général Doumbia, qui à l'époque était le Colonel-major voilà. et commandant des forces spéciales. Au-delà de lui, je me suis entretenu avec ceux-mêmes qui étaient dans le feu de l'action, c'est-à-dire des éléments des forces spéciales qui sont montés à l'action, qui étaient sur le théâtre des opérations. Mais ce sont des personnes qui ont fait preuve de bravoure, preuve de dignité, parce que, comme le dit le général, enjamber les cadavres de ses amis pour continuer à se battre pour sauver des vies, je pense que cela mérite d'être salué. Donc, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, ce sont des forces qui étaient suffisamment préparées, qui avaient le moral et qui savaient qu'en cas de survenance d'une attaque, ces personnes-là pouvaient y laisser la vie. Donc, elles sont parties, je dirais, pas à leur corps défendant, mais elles sont parties, c'est-à-dire les forces, elles sont parties en conséquence de cause. Et je l'explique dans le livre. Mais aujourd'hui, après avoir eu cet entretien avec le général, aujourd'hui, quand vous regardez avec le terroriste qui est autour de nous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour faire front à n'importe quelle attaque terroriste aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Aucun État ne peut dire qu'il est prêt. Il est suffisamment préparé. Pour évoquer ce que vous dites dans le bouquin, je le parcourais, mais il y a également, vous évoquez même déjà les soubresauts d'une crise malienne, donc en fait pour un peu expliquer même des origines souvent de ce qu'on a pu connaître ici. Parce qu'on parle de préparation des forces en face. Oui, effectivement, c'est parce qu'il faut tenir compte de l'environnement géopolitique ouest-africain. C'est ça. Qui conduit à la prolifération des groupes djihadistes. Et ça, je remonte aux années 2007, mais on peut remonter un peu plus loin. Parce que l'Afrique de l'Ouest est déjà victime d'une insécurité grandissante. Et au-delà de cette insécurité grandissante, à partir des années 90, on a vu un certain nombre de groupes terroristes en train de venir du Sahel, avec le mouvement de l'Azawad et tout cela. Et c'est à partir de 2007 avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'on voit l'installation, je dirais, de groupes djihadistes dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. Et tout cela va connaître, je dirais, une accélération avec la mort du colonel Mohamed Kadhafi. Et on assiste à une insécurité galopante qui est due à l'arrivée, je dirais, d'un certain nombre de personnes qui ont combattu en Libye et qui sont descendues avec un arsenal. Et c'est ce qui va donner plus tard naissance à toutes ces crises au Mali, avec l'apparition d'un certain nombre de groupes djihadistes, c'est-à-dire le MNLA, Mouvement national pour la libération de l'Azawad, en Sardine, Moujao, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest. Il y aura Al-Mourabitoun, il y aura les signataires par le sang, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion entre les différents groupes terroristes pour qu'on puisse avoir le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, pour qu'on puisse avoir l'État islamique au Grand Sahel, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Mais à côté de cela, il y a Ansaroun au Burkina Faso. Mais à côté de cela, ce qu'on retient, c'est que Boko Haram existait depuis 2002. Au Nigeria. Au Nigeria. Mais c'est plus tard, en 2009, qu'on va connaître cette secte islamique-là avec des attentats ou bien des actions d'éclat. Donc c'est pour dire qu'une menace terroriste ou bien une attaque terroriste n'est pas es nihilo. Elle n'arrive pas à partir de loin, mais elle s'inscrit dans un contexte géopolitique sous-régional qu'il faut prendre en compte dans l'explication des choses. L'autre force qu'on a pris, enfin, je veux dire, pour saluer nos forces spéciales, je voulais utiliser un autre mot pour parler de force, de nos forces spéciales. Un autre atout, c'est que ces personnes, elles avaient beau être entraînées et préparées à cette éventualité-là, vous vous dites, malgré tout, vous espérez que ça n'arrive pas. Et malheureusement, ça arrive. Et c'est la première fois que ça arrive. Mais justement, on fait tout pour ne pas que ça arrive. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si on disait celui qui veut la paix prépare la guerre. On veut tous la paix, mais en cas de rupture de paix, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas parce qu'on rêve à la paix qu'on ne va pas se préparer à une éventuelle guerre. Donc c'est pour dire qu'on se prépare pour qu'en cas de survenance, on puisse faire en sorte qu'il y ait un minimum de dégâts. Par contre, on ne peut pas rester là, croiser les bras. On ne peut pas rester là, croiser les bras. Et je voudrais encore une fois saluer nos services de renseignement, nos forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, travaillent pour déjouer ce genre d'attaque.
Le livre, alors il est très, très, très enrichissant. Mais moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est la couverture du livre. Alors, est-ce qu'il y a une interprétation particulière? Oui, il y a une interprétation particulière parce que quand on regarde la couverture du livre, on a deux mondes qui essaient de se rejoindre. C'est-à-dire qu'en dessous, où vous voyez, on a des terroristes et des personnes qui sont couchées, ce qui montre un peu le chaos, la désolation. Et puis un peu au-dessus, on a le bleu qui montre l'espoir, la vie et l'avenir. Voilà un peu ce que je voudrais dire de la couverture de ce livre. Vous parlez également dans votre bouquin, Dr Konadjé, de la gestion de cette crise au sommet de l'État. Oui. Vous dire qu'il y a des hommes de terrain, mais il y a des hommes qui chapeautent cette stratégie. Effectivement. Dans le cadre de la prévention de la lutte contre le terrorisme, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises au plus haut sommet. D'abord, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a un Conseil national de sécurité qui est présidé par le président de la République et qui rassemble toutes les entités susceptibles d'intervenir dans le domaine de la défense et de la sécurité. Mais au-delà de cela, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a pris l'ampleur de la menace, il y a ce qu'on appelle un CILAD qui a été mis en place, le comité interministériel de la lutte antiterroriste, qui rassemble au niveau technique tous les ministères qui interviennent ou bien qui pourraient intervenir dans ce sens. Et le CILAD, à l'époque, était présidé par le ministre d'État Ahmed Bakayoko parce que c'était logé au ministère de l'Intérieur, pas de la Défense, au ministère de l'Intérieur. Et après, on a mis en place un protocole. Le protocole, c'est le PLAT, le plan de lutte antiterroriste, avec plusieurs niveaux, je dirais, d'alerte par rapport aux renseignements qui nous proviennent du terrain. Et à côté de cela, à l'époque, le président de la République a autorisé le chef d'état-major général des armées de l'époque, le général Soumaïla Bakayoko, à faire un ensemble d'exercices avec toutes les forces, des exercices conjoints avec toutes les forces, avec des simulations dans différents domaines, des prises d'otages, des attaques dans des centres commerciaux, des attaques dans des restaurants, dans des hôtels et tout. Donc nos forces étaient suffisamment préparées et il était même question de dire qu'en cas d'attaque, lorsque survient peut-être une attaque, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier groupe des forces qui arrive pour contenir le périmètre, le site, et puis après on fait appel peut-être aux forces qui devraient intervenir. Maintenant, en fonction de la nature et de l'ampleur de la menace, on désigne que ce soit telle force ou telle en fonction de leur capacité d'action pour pouvoir intervenir. C'est ce qui a été fait. Sauf que, hein, docteur, et c'est là toute la difficulté, et encore une fois, c'est ce qui permet de saluer le courage et le professionnalisme de nos forces spéciales, sauf qu'en face, vous avez des individus qui n'ont pas, eux, de modus operandi. Pour dire, ça évolue dans tous les domaines. Ça peut être une prise d'otage. Non, classique, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, ce sont des gens qui sont préparés, organisés. Voilà pourquoi ce n'est pas un abus de langage de dire que les terroristes ont une longueur d'avance sur nous. C'est ce que je dis. Parce que vous savez ce qui s'est passé. L'attaque de Bassam a été préparée de façon minutieuse sur des semaines, sur des mois par ces personnes-là. Moi, j'ai fait le terrain, j'ai investigué. Ce sont des personnes qui sont venues se renseigner, qui savaient que ce jour-là, le premier endroit où ils ont attaqué, il y avait une délégation américaine qui devait déjeuner sur les lieux. Seulement que quelques jours avant, cette délégation a appelé pour décommander et s'est retrouvée dans un autre restaurant. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivent et qu'ils font les tirs de sommation, ils se dirigent directement à l'hôtel Étoile du Sud, pensant trouver cette délégation américaine. Pourtant, ils étaient dans un autre restaurant. Donc, c'est pour vous dire qu'on a l'impression qu'on a affaire à des personnes barbues qui tuent au nom d'un dieu qu'ils ne connaissent pas. Non, tout est dans une dynamique et toutes les forces spéciales vous diront que mais ce sont des personnes qui tiraient avec une certaine précision. Donc, on a compris que ce sont des personnes qui ont été préparées, entraînées et qui savaient ce qu'elles faisaient. Voilà un peu ce que je voulais dire. Aujourd'hui, devant la menace terroriste qui est toujours réelle, hein, avec tout ce qu'on voit dans la zone ouest africaine, dans la zone sahélienne, est-ce que vous pensez que, c'est vrai, vous n'êtes pas le porte-parole de l'armée, mais aujourd'hui, avec des échanges que vous avez eus, aussi avec votre niveau, vu votre engagement dans le système de défense et autres, tout ça, vous pensez que la Côte d'Ivoire a quand même du répondant en cas d'action terroriste pour réagir?
De toutes les façons, tous les pays essaient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse prévenir la menace. Donc d'abord, avant de parler de répondant, ça c'est la réaction. Et pour vous dire que la réaction doit être vraiment en dernier ressort. Il faut travailler sur toutes les dispositions nécessaires, mais au-delà du renseignement. Le terrorisme prolifère ou fait son nid là où il y a la pauvreté. Donc, quand vous parlez de répondant, ça c'est l'action militaire, mais il faut inscrire tout cela dans une stratégie globale. Voilà pourquoi je dis que la lutte contre le terrorisme doit commencer par la réflexion stratégique. Une pensée stratégique africaine qui va prendre en compte la notion pluridisciplinaire. Parce que le terrorisme est protéiforme, multiforme, et on adhère à des groupes terroristes, des groupes djihadistes en fonction d'un certain nombre de préoccupations. La façon dont on est endoctriné aux États-Unis ou au Maroc, ce n'est pas de cette même façon qu'on est endoctriné au Mali. Quand on regarde l'échelle des critères qui permettent à des gens de s'endoctriner, c'est d'abord pour des raisons alimentaires. Très bien. Il y a des questions de pauvreté. Donc, c'est pour dire qu'au-delà du répondant, c'est tout un système qu'il faut mettre en place. Et ça, je voudrais saluer les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire qui privilégie ce qu'on appelle le développement local. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, le Premier ministre, Patrick Hachi, avec quelques membres du gouvernement, ont sillonné toute la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et tout cela pour initier des projets socio-économiques et faire en sorte que les jeunes puissent s'insérer dans le tissu socio-économique. Parce que c'est lorsqu'on est oisif qu'on peut peut-être se donner au plus à pâté. Voilà, et tenter. Docteur Konadjé, Jean-Jacques, vous êtes auteur de cet ouvrage, Attentat de Bassam, dans le feu de l'action, entretien exclusif avec le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Lassina Doumbia. Et puis la préface est du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Voilà. Et la postface du général Soumaïla Bakayoko. Qui était l'ancien chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Aux éditions de Londres. Aux éditions de Londres. À Paris. Merci beaucoup. Merci. C'est à combien? Merci, docteur. C'est à 10 000 francs. À 10 000 francs. Voilà. Merci docteur d'avoir été sur notre plateau. Je vous remercie. Voilà. On retrouve cet ouvrage dans les points de vente habituels à la FNAC, Librairie de France. Par abus, j'aurais dit chez tous les bons distributeurs. Voilà. Merci, c'est ici que nous on s'arrête pour notre rendez-vous de ce vendredi. On était très heureux d'être en votre compagnie. Daouda, Élisée Bolougbe, Rayana ici et Isabelle qui nous avaient fait à un moment donné une petite escale. Elle était allée voir les scores des matchs pour revenir. Mais bon, on la retrouve avec beaucoup de plaisir. On vous retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi.